Un garçon renaît dans un monde où la magie existe et rêve d'une vie paisible, mais avec un talent remarquable pour la magie de l'eau. Il réalise vite qu'il devra s'entraîner dur s'il veut survivre dans ce nouveau pays étrange où il a été envoyé. Tout commence dans une vaste forêt avec des montagnes qui se dressent au loin. Au milieu de cette forêt se trouvait une maison où un jeune garçon était allongé sur son lit. Il se leva, quitta sa chambre et, après avoir jeté un coup d'œil à 2 livres et un couteau sur la table, sortit pour admirer le ciel bleu clair du matin. C'est alors qu'il a dit « Oh, viens à moi ». Instantanément, une boule d'eau s'est formée dans sa main, pour disparaître quelques instants plus tard, ne laissant qu'une petite flaque dans sa paume. Dans la scène suivante, le garçon s'est retrouvé dans un endroit surréaliste, où un homme l'a salué par son nom, Mihara Rayo. Cela faisait des lustres que cet homme n'avait pas visité cet endroit, et il informa Rayo qu'il était mort dans un accident de voiture. Le garçon hocha la tête, disant qu'il se souvenait, puis demanda si l'homme devant lui était Dieu. L'étranger expliqua qu'il ne l'était pas, mais qu'il était quelque chose de plus proche d'un ange. À partir de ce moment-là, Rayo commença à l'appeler Miguel juste pour simplifier les choses. Après avoir appris qu'il était sur le point d'être réincarné, Rayo demanda ce qu'il était censé faire dans cet endroit pendant qu'il attendait. Miguel lui dit de vivre comme il l'entendait. Il n'avait reçu aucune mission, il semblait donc libre d'explorer. Dans ce cas, le garçon a admis qu'il voulait juste une vie paisible. C'est alors que Miguel révéla que le monde dans lequel Rayo serait réincarné s'appelait Fi, un endroit débordant de magie. Dans cet univers, environ 20% des humains pouvaient utiliser la sorcellerie, et la plus forte affinité de Rayo était avec l'élément de l'eau parce qu'il voulait une vie tranquille. Miguel a dit que Rayo serait envoyé dans la forêt de Rondo où il trouverait une maison prête pour lui, avec 2 mois de provisions, y compris une chambre froide avec de la nourriture. En plus de cela, l'ange s'assurerait que les monstres resteraient à l'écart de sa nouvelle maison, en installant une sorte de barrière protectrice. En feuilletant l'édition pour débutants du recueil de monstres, Mihara Rayo remarqua qu'il n'avait jamais vu cet alphabet auparavant. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il pouvait tout lire très bien. L'autre livre s'appelait Le recueil de la flore. Dehors, dans la cour, le garçon nouvellement réincarné a fait apparaître un peu d'eau. Après un peu de pratique, il réalisa qu'il n'avait pas besoin de prononcer de commande tant qu'il visualisait l'élément dans son esprit. C'était suffisant. Dommage, vraiment, car il adorerait crier jet d'eau en abattant un ennemi sans méfiance. Se prélassant dans sa baignoire, il fit apparaître plus d'eau et remarqua qu'il ne pouvait l'invoquer qu'à température ambiante, une autre déception car un bain chaud aurait été parfait par ce temps. Avec des efforts considérables, Rayo essaya de faire du feu dans sa cour en frottant 2 bâtons ensemble. Mais comme il l'a dit lui-même, il est important de savoir quand abandonner si ça ne va tout simplement pas arriver. Épuisé, il s'allongea dans l'herbe, fixant le soleil, regardant le seau d'eau sur le sol. Il se demanda s'il pouvait faire de la glace. Après tout, ce serait formidable d'inventer un sort et de l'appeler lance de glace. Dans cet esprit, le garçon se concentra sur l'eau dans le seau, la compressant tout en retirant la chaleur, imaginant les molécules H2O au centre, reliant l'atome d'oxygène aux atomes d'hydrogène des molécules voisines. Quand il y parvint enfin, Mihara sourit en regardant l'eau geler progressivement. Peu de temps après, il façonna une petite sphère de glace et l'utilisa pour réfléchir la lumière du soleil sur du bois, réussissant enfin à déclencher un feu. Avec cette petite victoire, Rayo réussit à chauffer l'eau de son bain et qualifia son premier jour de succès. Sachant qu'il avait beaucoup à faire le lendemain, il alla se coucher directement après son bain. Quand le matin revint, le nouveau résident de la forêt de Rondo mangea de la viande et, se souvenant que Miguel lui avait laissé 2 mois de nourriture, réalisa qu'il devrait commencer à chasser une fois les provisions épuisées. La forêt se trouvait à l'extérieur de la barrière, ce qui signifiait qu'elle abritait définitivement des monstres. Donc, Rayo aurait besoin d'une magie puissante pour se défendre. Un simple couteau ne suffirait pas. Sans perdre de temps, il se dirigea vers la cour et tira une boule d'eau sur un arbre voisin. Son but était bon, mais il savait que cette petite éclaboussure ne suffirait pas à abattre un sanglier. Pourtant, Mihara Rayo avait un atout dans sa manche. Si la boule d'eau ne fonctionnait pas, peut-être qu'un jet d'eau le ferait. Se concentrant, il recula de l'arbre et imagina un flux plus mince avant de lancer un jet d'eau, mais il voyagea à peine plus loin qu'un crachat. Se sentant comme un échec, il s'agenouilla et se souvint avoir demandé à Miguel comment utiliser la magie. L'ange lui dit que l'essence de la magie était l'imagination, qu'il avait besoin d'une image claire de ce qu'il voulait. Et avec la pratique,
votre capacité grandirait. Suivant ce conseil, Ryo s'entraîna jusqu'au coucher du soleil, développant finalement un jet d'eau décent. Quand la nuit tomba, il inversa le processus qu'il avait utilisé pour faire de la glace dans la baignoire, cette fois chauffant l'eau pour son bain. Le lendemain, il essaya de créer de la glace directement dans l'air, ce qui fonctionna, bien que cela prît plus de temps qu'il ne s'y attendait. Une fois qu'il réussit, il jeta son dévolu sur l'étape suivante, fabriquer une lance de glaçons. Quand il lança le projectile glacé, il parcourut à peine une courte distance, presque aussi loin que l'eau à l'état liquide. Étant donné la difficulté à le fabriquer et la courte portée, Ryo décida qu'il était inutile dans un vrai combat. Pour l'instant, il avait juste besoin de continuer à s'entraîner jusqu'à ce qu'il puisse perfectionner la technique. Changeant les choses, Ryo fit apparaître des boules d'eau dans tout le ciel et les tira vers le haut avec force. Ensuite, il retourna s'entraîner à la lance de glaçons, s'entraînant jusqu'au crépuscule et épuisant presque son mana. Revenant à l'intérieur pour manger quelque chose, il réalisa qu'il aurait dû allumer le feu alors qu'il faisait encore clair, alors il finit par passer la nuit dans le noir. Les jours passèrent avec Ryo étudiant fidèlement et perfectionnant sa magie dans la cour. Après un certain temps, il pouvait invoquer la lance de glaçons instantanément, une grande amélioration. Même si elle ne voyageait toujours pas très loin. Avec cette nouvelle compétence, il fabriqua une lance avec une pointe glacée et partit pour la forêt au-delà de la barrière qui protégeait sa maison. Peu de temps après, toujours au tout début de son aventure, Ryo trouve du quartz au bord de la rivière comme il l'espérait. Avec cette pierre, il pourrait allumer un feu même sans le soleil, ce qui pourrait s'avérer extrêmement utile. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est de trouver des herbes détoxifiantes, et l'aventure d'aujourd'hui sera un succès complet. Pourtant, il doit rester vigilant. Il y a des bêtes qui rôdent à proximité, prêtes à faire de lui leur proie à tout moment. Pile au bon moment, un sanglier inférieur fait irruption sur la scène et attaque sans réfléchir à deux fois, ce qui fait que Ryo se fiche sur place. Mais juste au moment où il est sur le point de se prendre un coup, il parvient à réagir à temps. Évitant la charge brutale du sanglier, la bête s'écrase la tête la première contre un arbre avec une telle force qu'il s'effondre. Face à ce moment critique, Ryo fait de son mieux pour garder son sang-froid. Même si la peur et l'inexpérience l'empêchent de bien bouger, il a toujours de la magie de son côté dans ce monde. Puisant dans son pouvoir, Ryo conjure un chemin de glace qui serpente sur le sol, tirant le sanglier droit vers lui. Puis il prépare 16 lances de glace, les enfonçant dans la bête dans un déluge de frappes. Le plan fonctionne, et le combat est terminé en un instant. Ce soir-là, de retour chez lui, Ryo lit que les sangliers inférieurs sont répertoriés comme certains des monstres les plus faibles. La pensée lui donne des frissons dans le dos, se souvenant de tous les problèmes qu'il a eu à gérer avec un seul. En feuilletant son livre de monstres, il remarque que les 2 dernières pages sont mises à part, comme un chapitre spécial qui n'est pas destiné aux débutants. Là, il trouve ce qui suit. Dragons. Seuls, ils peuvent facilement détruire une ville entière. Remarquez, si vous en voyez un, courez, même si vous pourriez vous en sortir. Il y a une autre entrée. 2. Démon, pas un ange déchu. Origine inconnue. Remarquez, priez pour ne jamais croiser son chemin. En lisant ces descriptions, Ryo se rend compte que le monde est bien plus grand et bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Le lendemain, il retourne dans la forêt et ramasse des fruits à la fois sucrés et acides, comme il les aime. Soudain, un oiseau planant au-dessus de sa tête manque de peu de l'attraper avec ses serres. Quelques instants plus tard, il lance une attaque de vent qui tranche plusieurs arbres voisins en deux. Ryo réalise immédiatement que les enjeux viennent d'être relevés. Pour se protéger, il court à travers la forêt, invoquant des boucliers de glace sur son chemin pour bloquer les sorts de l'ennemi. En courant, il se souvient de la créature, le faucon tueur, maître de la coupure de vent. Ryo contre-attaque en tirant des jets d'eau, mais l'oiseau est rapide et les esquive tous. Dans une soudaine accélération, il plonge vers lui comme une balle. Mais alors qu'il se rapproche, Ryo invoque un dôme de glace, dans lequel le faucon s'écrase la tête la première, le projetant au sol. Mais le combat n'est pas terminé. Faisant preuve d'une résilience remarquable, l'oiseau se relève en titubant et reprend son vol. Bien que son œil droit soit gravement blessé et inutile, réalisant peut-être ses propres limites, l'ennemi décide finalement de partir, au grand soulagement de Miara. Pourtant, tout n'est pas rose. Grâce à sa course folle avec un oiseau, Ryo se perd en rentrant chez lui et se retrouve bloqué dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit.
Suivant une certaine direction, il tombe sur un magnifique lac où il voit un chevalier sans tête et un cheval sans tête glisser sur l'eau. Le lendemain, Ryo est de retour dans la forêt, s'en tenant à sa routine de chasse. Cette fois, il abat un serpent gigantesque et menaçant. Cette nuit-là, il parvient même à rapporter du poisson à la maison. Le jour suivant, l'aventurier améliore sa barrière de glace et explore les fonds marins après avoir atteint la côte, pour être chassé par une énorme pieuvre défendant son foyer. Avec le temps, le jeune Miara maîtrise un sort appelé jet abrasif capable de projeter un jet d'une boule d'eau dans le ciel, suffisamment puissant pour trancher un rocher en deux. Avec plus d'études, il découvre que s'il utilise la magie pour durcir la glace, il peut l'utiliser comme substitut au grain abrasif, un grand pas en avant dans ses connaissances. Une nuit au lac scintillant, il se retrouve à nouveau face au chevalier sans tête. Le recueil de monstres ne mentionne pas de Dullahan, ce qui fait soupçonner à Ryo que cette créature est bien au-delà du niveau débutant. Pourtant, pour une raison quelconque, il se sent assez confiant pour le défier. Dans l'affrontement qui suit, le Dullahan bloque chaque coup avec facilité, forçant Ryo à utiliser des éclats de glace comme bouclier chaque fois qu'une contre-attaque se profile. Après seulement quelques secondes, Ryo s'effondre, épuisé, et réalise qu'il est loin d'être prêt à affronter cette chose. Pourtant, il n'est pas là juste pour se battre, quelque chose lui dit que le Dullahan veut en fait l'entraîner. Le monstre forme ensuite une épée d'eau à partir de sa propre arme et la remet au jeune humain avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain, Ryo recroise le faucon tueur, mais maintenant l'oiseau est encore plus menaçant, enveloppé d'une étrange obscurité. Lorsqu'il est attaqué, Ryo invoque 5 couches de murs de glace, mais la magie du vent de la créature les brise avec facilité, sentant à quel point les choses sont devenues désespérées. Il continue de bouger et reconstruit les murs pour rester en sécurité. Même après avoir invoqué 10 murs de glace, le faucon les traverse tous. Ryo essaie de contrer avec des lances de glace, mais le faucon les esquive tous sans effort. Avec une capacité inconnue, l'oiseau détruit les barrières de glace que Ryo venait de reconstruire, le laissant complètement exposé. Comme si cela ne suffisait pas, le faucon tueur lance un sort de foudre qui le finit presque. Refusant d'abandonner, Ryo passe à son épée d'eau au lieu de la magie pour se défendre. Avec cette arme, il parvient à dévier les attaques de l'oiseau et à le tenir à distance, reprenant confiance. Patient et concentré, Ryo attend la prochaine plongée du faucon tueur, et au moment parfait, plonge son épée dans la bête alors qu'elle passe en trombe. Après avoir porté un coup aussi profond, l'aventurier s'approche de l'oiseau, qui est toujours accroché à la vie, et le remercie de l'opportunité d'apprendre autant de leur bataille. Il sait que s'il n'était pas devenu plus fort ce jour-là, il serait sûrement mort contre cet adversaire lorsqu'il reviendrait pour une autre attaque. Par respect pour le faucon qui avait également grandi, cherchant à venger son droit perdu, Imihara Ryo promet de donner à la créature une fin honorable. Sur ce, il retire son épée du corps de l'ennemi et met fin à sa vie. Dans la scène suivante, un dragon rouge plane au-dessus des cieux de la forêt de Rondo où Mihara se promène jusqu'à ce qu'il se retrouve soudainement face à face avec cette entité ailée colossale. Sans perdre de temps, le dragon atterrit devant l'humain et communiquant par télépathie, lui demande s'il a vu un faucon tueur qui a évolué dans la région. Pensant d'abord que le faucon était un serviteur de ce monstre, Ryo s'excuse. Le dragon réalise instantanément que l'oiseau a été tué par ce jeune homme. Impressionné par la force humaine, le dragon jette un coup d'œil à sa taille et note qu'il porte l'épée du roi des fées. Si le roi lui a confié cette arme, dit le dragon, le roi doit avoir une très haute opinion de lui. Pas si sûr de ça, Ryo avoue qu'il aimerait en fait poser quelques questions au lézard volant. Plus tard, alors que l'après-midi s'estompe, le dragon entend un appel lointain et fait ses adieux à son nouveau compagnon. Avant de partir, il révèle son nom, Luin. Regardant la créature s'envoler, Ryo sourit et avoue qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il aurait la chance de parler avec un dragon. Pendant ce temps, Miguel regrette d'avoir négligé quelque chose d'important. Tenant une tablette dans ses mains, il découvre que pour une raison quelconque, Ryo possède un trait secret, quelque chose qui ne s'est pas produit depuis qu'il a envoyé cette fille dans un autre monde il y a 10 000 ans. Le nom de cette capacité, la jeunesse éternelle. Ryo n'était pas allé à la plage depuis des lustres, mais son envie de fruits de mer a finalement pris le dessus. C'est ainsi qu'il a fini par errer le long du rivage, pour tomber sur l'épave d'un bateau, battu et brisé sur le sable. Au milieu des débris éparpillés, il aperçut un homme blessé et inconscient. Non loin de là, un autre homme avait également survécu à la catastrophe. Peu de temps après,
nous apercevons les souvenirs de ce survivant. En mer, son navire avait été attaqué par une pieuvre géante monstrueuse et laissé en ruine. Quelques heures plus tard, le jeune homme se réveilla dans un lit étrange. Tout s'est bien soigneusement disposé dans la pièce où il se reposait maintenant. Une fois qu'il a rassemblé ses affaires, il est sorti, essayant de comprendre où il était. Lorsque Ryo est apparu de la maison vraiment heureux de voir l'étranger réveillé, le survivant, toujours sur les nerfs, n'avait pas du tout senti ce type. Et il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont Ryo s'habillait aussi. Mais puisqu'il lui devait la vie, le jeune homme se présenta comme Abel et remercia Ryo pour tout. Ryo haussa les épaules. Il ne pensait pas avoir fait grand-chose, surtout depuis que les autres naufragés ne s'en étaient pas sortis. Abel, cependant, a juste répondu que c'était bon. Après tout, ce n'étaient que des contrebandiers. Ce commentaire a piqué la curiosité de Ryo. Mais avant qu'il ne puisse en demander plus, son estomac a gargouillé, et la conversation a été mise en suspens jusqu'au déjeuner. Pendant le repas, Abel a demandé si Ryo avait d'autres vêtements. Ryo a expliqué qu'il n'en avait pas. Il n'avait pas de tissu pour en coudre de nouveau et il n'y avait pas de ville ni de marché à proximité. Acheter quoi que ce soit était hors de question. Abel a supposé qu'en vivant tout seul, Ryo devait chasser la viande qu'il mangeait, ce que Ryo a confirmé. Abel a supposé qu'il utilisait le couteau sur la table, mais Ryo a dit qu'il le gardait surtout pour se défendre ou pour nettoyer la viande. Quand il s'agissait de causer de réels dégâts, Ryo comptait sur sa magie de l'eau. Pour prouver ce qu'il avançait, il a prononcé « Oh, manifeste-toi » et a rempli une cruche à partir de rien. Abel était impressionné. Il a fait remarquer que dans la province centrale, moins de la moitié de la population pouvait utiliser la magie comme ça. Ryo se souvenait avoir entendu l'ange Michael dire que c'était en fait moins de 20%, ce qui le faisait se sentir un peu moins spécial, mais pas assez pour vraiment s'en soucier. Enfin, Abel a mentionné qu'il voulait être ramené sur le rivage où il avait été trouvé. En chemin, Abel a demandé si Ryo n'avait pas besoin d'un bâton comme les autres mages. Ryo a répondu qu'il n'en avait jamais eu. Après son lapsus plutôt sur les vêtements de Ryo et maintenant ça, le mystérieux survivant a commencé à avoir l'impression de ne faire que des gaffes. Pour se faire pardonner, il a offert sa protection à Ryo. Il ne voulait pas être secouru tout le temps. Après tout, son ego ne pourrait pas le supporter. Il voulait aussi contribuer avec sa propre force. Quand ils ont atteint le rivage, Ryo a expliqué que les autres corps avaient été soit mangés, soit emportés en mer. Abel était reconnaissant de ne pas avoir partagé leur sort. Ryo l'a appelé Abel Sang, disant qu'il était vraiment chanceux, mais Abel a insisté pour qu'on l'appelle simplement Abel. Il ne voyait pas la nécessité d'un tel respect de la part de quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. De plus, il avait toujours préféré être appelé par son nom, même s'il était l'aîné des deux. Après avoir fouillé chaque partie du navire naufragé, Abel n'a toujours pas trouvé ce qu'il cherchait, et a laissé tomber. Sa nouvelle priorité était de retrouver ses amis. Il aimerait se rendre à la ville de Lune, mais il semblait avoir échoué bien au sud. Ryo a admis qu'il ne savait pas où se trouvait Lune, mais a supposé qu'Abel devrait se diriger vers le nord, un long voyage. Avant de partir, Abel a invité Ryo à voyager avec lui. Puisque Ryo connaissait la région, il pourrait servir de guide en échange d'un paiement. Le garçon de la forêt a accepté, et avec une poignée de main, leur partenariat a été scellé. Ils partiraient à l'aventure le lendemain matin. Ce soir-là, de retour chez lui, Ryo a regardé ses récoltes et a réfléchi au fait que tout ce qu'il voulait, c'était une vie paisible et simple. Mais il semblait qu'un nouveau voyage allait commencer. Et bientôt, plus tard dans la nuit, Ryo a dit à Abel qu'il devait sortir pour rencontrer quelqu'un qui ne pouvait être trouvé qu'à cette heure-là. Abel était un peu confus. Ryo avait dit qu'il n'y avait personne d'autre aux alentours, mais a décidé de ne pas insister. Ryo est allé voir le Dulahan pour lui faire savoir qu'il allait quitter la forêt de Rondo pendant un certain temps. Il a remercié le chevalier sans tête pour tout, sans lui. Ryo n'aurait jamais appris à survivre, car ce serait leur dernière séance d'entraînement. L'apprenti était déterminé à tout donner. Sans tarder, le duo s'est affronté, échangeant des coups avec une nouvelle intensité. Les progrès de Ryo étaient évidents. Il avait parcouru un long chemin depuis qu'il avait commencé à s'entraîner avec le Dulahan. Malgré cela, il était clair que le jeune humain se fatiguerait beaucoup plus vite que son adversaire surnaturel, et c'est exactement ce qui s'est passé. Après la séance, alors qu'ils se disaient au revoir,
le maître a puisé une sphère d'eau dans la rivière magique. À l'intérieur, un ensemble de vêtements est apparu. Ryo a accepté le cadeau avec un large sourire et a promis d'en prendre bien soin. Sur ce, le Dulahan s'est finalement retourné et a disparu dans la nuit. À l'aube, Abel a quitté la maison prêt pour la route et a trouvé Ryo qui l'attendait dans son nouveau manteau, prêt pour le voyage. Avant de partir, le mage de l'eau a jeté un dernier regard sur sa maison qui lui manquait déjà, mais aussi déterminé à vivre un peu plus avant de retourner à sa vie tranquille. Plus loin sur le chemin, le duo a croisé un sanglier. Abel s'est avancé, a tiré son épée et a déclenché sa compétence de combat, pénétration totale, transperçant la bête d'un bout à l'autre. Impressionné, Ryo a posé des questions sur ses compétences de combat. Abel a expliqué que les mages n'utilisaient pas ça. C'était des techniques pour les combattants à courte portée, comme les épéistes et autres. Cette nuit-là, le duo a dormi à l'intérieur du creux d'un arbre. Au petit matin, ils sont repartis. Après un certain temps, ils ont remarqué des signes du peuple lézard à proximité. Les monstres avaient l'avantage dans le marais, alors Abel a suggéré qu'ils le contournent. Malgré leurs efforts pour les éviter, Ryo a rapidement senti qu'ils étaient chassés. Ils devraient affronter leurs ennemis ici et maintenant. Abel s'inquiétait pour son compagnon après tout. C'était un mage sans bâton, mais Ryo a surpris tout le monde, abattant plusieurs ennemis avec ses lances de glace. Quelque temps plus tard, après s'être occupés du reste de leurs adversaires, l'épéiste se tourne vers son compagnon et lui demande quel genre de sort il vient d'utiliser. Le mage dit simplement que c'était un sort d'eau basique. Pourtant, Abel est clairement impressionné après tout. Le mage a invoqué 4 lances à la fois, alors que le résultat habituel n'est qu'une seule invocation par lancée. Du moins, c'est ce que le mage du vent qu'il connaît lui a dit un jour. À cela, Ryo suggère peut-être que la magie de l'eau fonctionne différemment, mais son partenaire hausse simplement les épaules et continue de marcher. Avant qu'il ne continue, cependant, Ryo invoque 2 verres remplis de glace et d'eau pour les maintenir tous les deux hydratés. La dernière fois que Ryo a fait ça, le gamin a dit « Oh, manifeste-toi ». Abel le lui rappelle. Comme cette fois, Ryo n'a récité aucun chant du tout, ne sachant pas quelle excuse donner, le mage de l'eau en rit et dit simplement « Abel doit avoir des visions ». Quoi qu'il en soit, le magicien parvient à changer de sujet pour le moment. Alors qu'il continue sur le chemin, Abel à un moment donné montre à son ami un florin de bronze utilisé dans le royaume de Knightly, où Lune est situé. Il explique que dans les provinces centrales, chaque nation frappe ses propres pièces, mais elles valent toutes la même chose. Knightly est l'un des 3 principaux pays de la région centrale, avec l'Empire Dubuque et la Fédération en 2 lieux. Honnêtement, Ryo trouve que Dubuque est un nom ridicule et taquine Abel à ce sujet pendant un bon moment, affirmant qu'il ne voudrait jamais dire bonjour. Je viens de Debuy. Soudain, des rochers commencent à bouger le long de leur chemin. Abel en tranche rapidement un en 2 avant qu'ils ne puissent le frapper. Au même moment, Ryo les protège tous les deux avec un mur de glace. Réalisant ce qui se passe, l'épéiste note qu'ils ont dû tomber sur un nid de golem de pierre. Ryo a toujours pensé que ces créatures seraient humanoïdes avec des bras et des jambes. Alors qu'Abel en attaque un avec sa perforation totale, le trou qu'il fait est immédiatement guéri par le corps rocheux. Voyant cela, Ryo imagine rapidement une nouvelle stratégie. Il conjure un mur de glace avec 10 couches, formant un bloc de glace gigantesque qui s'écrase sur les golems et les aplatit sans pitié. Ça s'occupe de la plupart d'entre eux. Une fois le combat terminé, les deux remarquent que l'un des golems n'a pas bougé du tout. Ryo pense que ces monstres doivent absorber l'énergie du sol ou quelque chose comme ça, donc celui-ci est probablement à sec. À l'extrémité de la créature, il y a une pierre magique massive, étonnamment vibrante en couleur, et Abel suppose que cette chose a dû battre tous les monstres qu'elle a rencontrés depuis des lustres. Dans tous les cas, ce sera leur butin puisque les autres golems ont été enterrés sous des tonnes de glace. Quelques heures plus tard, les aventuriers repèrent ce qu'Abel croit être un behemoth. Des vouivres tournent également au-dessus de leur tête, alors les humains s'installent pour regarder ce qui promet d'être une bataille féroce. Abel pense que la bête géante est désavantagée, mais le mage de l'eau a confiance en ce grand gaillard. Bien sûr, l'affrontement commence. Et tandis que les dragons ont le dessus depuis le ciel, le behemoth laisse échapper un rugissement si puissant qu'il fait tomber les aviateurs. Abel n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, mais Ryo soupçonne qu'il s'agit d'une sorte d'annulation de magie. Cette nuit-là, après avoir installé le camp,
Ryo plaisante en disant qu'il espérait un match revanche entre Abel et le Behemoth, ce qui donne des frissons à l'épéiste. Revenant à leur conversation précédente, Abel admet qu'il n'a jamais entendu parler d'annulation de magie, bien qu'il connaisse des choses similaires, comme des pièges dans les donjons. Ryo se réveille au mot donjon et dit qu'il adorerait en explorer un jour. Abel mentionne alors que le seul donjon des provinces centrales se trouve à Lune, la ville même où il se dirige. Ryo se plaint que son copain lui cachait des choses, mais Abel insiste sur le fait qu'il n'avait aucune idée que Ryo aimait ce genre de défi. Comme Ryo est d'humeur à écouter des histoires, l'épéiste continue de parler d'autres races de la région, comme les nains et les elfes. Selon Abel, les nains sont des forgerons talentueux et de grands combattants. Il y en a même quelques-uns qui vivent à Lune. Quant aux elfes, il est certain qu'il n'y en a qu'un seul dans la ville, car la plupart ne quittent jamais la forêt. En entendant cela, Ryo dit que c'est exactement comme ça qu'il imaginait ces races, mais n'explique pas vraiment quand Abel lui demande où il a eu ses idées. Au matin, le couple repart. Ryo dit qu'une fois qu'ils auront traversé les montagnes, ils seront près du territoire humain. Fatigué que le gamin ait toujours les réponses, Abel demande une fois de plus où il obtient toutes ces informations. Lorsqu'on le presse, Ryo se souvient immédiatement de Lune, le dragon rouge qui lui a parlé autrefois. Le monstre lui avait dit que cette terre est entourée par la mer à l'est, à l'ouest et au sud, et qu'une chaîne de montagnes au nord sépare ce continent du suivant. Il est donc peu probable que des humains traversent du nord au sud. Avec ce souvenir en tête, Ryo pense qu'il vaut mieux que son ami ne pose pas trop de questions. Il appelle donc simplement cela une connaissance hors de portée humaine. Marre des évasions de Ryo, Abel laisse tomber. Alors qu'ils avancent, un griffon apparaît dans le ciel et les menace. Abel se fiche sur place, alors Ryo lui lance un morceau de viande pour l'offrir à la bête volante. Satisfait de la collation, le griffon s'envole, et ce n'est qu'alors que les deux hommes se détendent enfin assez pour répondre à l'appel de la nature. Le temps passe, et alors qu'ils se dirigent vers le nord à travers les montagnes, l'air se refroidit. Les deux parlent encore de cette créature ailée, admettant qu'il serait probablement le dîner s'il ne l'avait pas nourri. Abel insiste sur le fait que les humains n'ont pas été faits pour affronter des bêtes aussi redoutables. Par exemple, il souligne que personne n'a vu de Behemoth ou de griffon depuis des siècles. Il doit donc y avoir quelque chose qui ne va pas avec cet endroit. Ryo, en revanche, pense que c'est absurde et blâme le fait que les humains n'essaient pas assez. Mais Abel s'en tient à sa théorie selon laquelle les montagnes ont empêché les Behemoths et les griffons de pénétrer dans les terres humaines. En parlant de ça, Ryo se demande si ces vouivres venaient du nord, ce qui ne pourrait signifier qu'une chose. Cela dit, les deux tombent bientôt sur d'autres vouivres en chemin, se régalant d'un animal malchanceux. Ryo demande si c'est leur signal pour se battre, mais Abel sait que ces créatures sont bien au-delà de leur niveau. Il faut 20 aventuriers chevronnés pour vaincre des vouivres comme celle-ci, et même dans ce cas, tout le monde ne s'en sort pas vivant. Inquiet, Ryo souligne qu'il y a probablement plus de vouivres en amont, donc un affrontement pourrait arriver à tout moment. Pensant qu'il serait peut-être plus intelligent d'affronter les premiers de front, d'autant plus qu'ils se battent au sol au lieu du ciel, Ryo s'approche des monstres et lance 4 lances de glace. Épinglant leurs ailes, Abel charge juste après, lâchant une poussée complète qui élimine les ennemis. Mais avant même qu'ils puissent reprendre leur souffle, 2 autres vouivres fondent d'en haut. Ryo réagit instantanément, lançant de la magie de glace qui fait s'écraser la bête volante, donnant à Abel l'occasion de terminer le travail. Après la bataille, Abel récupère un noyau magique de l'une des créatures tombées et admet qu'il est surpris de la facilité avec laquelle ils ont gagné. Du bon côté, leur confiance monte en flèche maintenant qu'ils savent que la victoire est à portée de main. Alors, lorsqu'un autre groupe de vouivres apparaît au loin, Abel lui-même déclare qu'ils les abattront tous s'ils essaient quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, le voyage continue. Finalement, le couple atteint le sommet de l'une des montagnes les plus au nord du continent. Au bord, ils sont accueillis par une vue imprenable sur la terre qui attend au-delà. Pris par le paysage, Ryo et Abel partagent un sourire pleinement conscients qu'une grande aventure est sur le point de commencer. Allez de l'avant. Maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent réellement vaincre les vouivres, Ryo pense que le voyage pourrait devenir beaucoup plus amusant à partir de maintenant. Abel, en revanche, préférerait de loin garder ses dragons à une distance de sécurité. Mais au moins, collecter toutes ces pierres magiques n'a pas été une perte totale. Quoi qu'il en soit, alors qu'ils regardent devant eux, les deux se dirigent vers le nord, mais l'épéiste n'a aucune idée d'où exactement. Ryo était presque sûr qu'ils étaient déjà entrés dans l'Empire du Buc.
Mais selon son compagnon, cet empire se trouve au nord du royaume, il est donc peu probable. En entendant cela, Ryo laisse échapper un étrange soupir de soulagement, non pas parce qu'il déteste l'empire de Buée, mais parce qu'il ne supporte tout simplement pas ce nom ridicule quoi qu'il arrive. Finalement, ils aperçoivent une route qui, si elle est suivie vers l'ouest, mène à la ville de Seladi, ou du moins c'est ce qu'Abel dit. Ryo est visiblement excité à l'idée de trouver une auberge décente et de rattraper enfin son sommeil, tandis que le guerrier le taquine d'être tout excité à l'idée d'affronter les wyverns il y a quelques instants. En réponse, Ryo lâche la réplique classique. Une chose est une chose, une autre chose est une autre. Quelques heures plus tard, ils arrivent à la guilde locale des aventuriers. Abel suggère que son partenaire s'inscrive, car une carte de guilde sert également de pièce d'identité, ce qui signifie que vous n'avez pas à payer de taxes chaque fois que vous entrez dans une ville. Au fait, le rouquin rappelle à Ryo qu'il était son garant et qu'il a payé une pièce d'argent quand ils sont arrivés ici. Et honnêtement, le mage se doutait que tout cela était une sorte de combine louche, comme lorsque quelqu'un n'arrête pas de couvrir votre part et qu'avant de vous en rendre compte, vous êtes pratiquement leur serviteur sans le savoir. Voyant que le gamin n'est peut-être pas tout à fait là, Abel s'interroge sur son état mental et lui assure qu'il est quelqu'un de bien. Le mage, à son tour, le remercie sarcastiquement de voyager avec un héros aussi vertueux. Abel mentionne également que la guilde paie très cher les pierres magiques et les matériaux de monstres. Sinon, il faudrait être alchimiste pour pouvoir utiliser ces choses. Le sujet de l'alchimie intéresse Ryo jusqu'à ce qu'une assiette de riz au curry, que son ami avait commandé pour lui, arrive à la table. Le mage regarde le repas comme s'il avait découvert un trésor perdu depuis longtemps. Selon lui, le curry est un élément de base de toute histoire de réincarnation, sauf que généralement, le protagoniste doit traverser l'enfer et l'eau pour recréer la recette. Mais ici, Afi, il semble déjà exister, plus inquiet que jamais pour la santé mentale de son ami. Abel l'encourage à manger avant que ça ne refroidisse. Obéissant, Ryo prend une bouchée, et après cela, il ne peut plus s'arrêter de l'engloutir. Quand il a fini, il commande une autre assiette et demande s'il y a du curry à l'une d'eux. Lorsque son ami confirme, le jeune mage de l'eau est encore plus enthousiaste pour leur voyage. En fait, même le lendemain, alors qu'il quitte Kailadi, il n'arrête pas de parler du curry qu'il a mangé. Et comme son partenaire n'a rien dit sur cette spécialité régionale, Ryo exige maintenant de connaître tous les desserts disponibles après le repas. Le temps passe, et le duo continue son voyage à travers le continent nordique. Après une pause déjeuner rapide, il traverse une vaste étendue de terre et approche finalement le Lune tant attendu, entouré de magnifiques champs de blé. À la porte de la ville, Abel est reconnu par un garde du nom de Nimé, qui est choqué de voir l'épéiste en vie car il pensait qu'Abel avait disparu. Abel explique que, eh bien, c'est un peu le cas, mais que sa vie a été sauvée par l'homme qui se tient à côté de lui. Après que Nimé ait chaleureusement accueilli Ryo, Abel paie le droit d'entrée, et il passe la porte. À l'intérieur, Abel pense qu'il vaut mieux se diriger directement vers la guilde. Puisqu'il est avec Ryo, le mage pourrait être en mesure de s'inscrire à un rang plus élevé que d'habitude. Normalement, vous commencez au rang F, mais si vous êtes accompagné d'un aventurier de rang B ou plus, vous pourriez commencer au rang E ou même B. Plus le rang est élevé, plus les quêtes sont difficiles et plus la paix est bonne. Bien que le guerrier doute que le mage ait un jour à se soucier d'argent. Ryo demande si les matériaux qu'ils ont collectés sont vraiment si précieux, et son partenaire explique qu'ils sont en fait assez rares sur le marché. Si vous vendez tout en même temps, vous pourriez faire chuter le prix. Mais Abel est convaincu que le maître de la guilde saura comment gérer cela. Finalement, ils atteignent la guilde des aventuriers où Abel est instantanément reconnu et célébré par tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Ryo regarde la foule se rassembler autour de lui comme s'il était une sorte de célébrité et décide d'attendre dehors, ne voulant pas interrompre la séance d'autographe. Alors qu'il sort, Ryo est arrêté par une elfe qui passe par là et qui s'intéresse apparemment à sa tenue. Elle vient du roi des fées lui-même. Elle note que le roi devait beaucoup apprécier Ryo pour lui avoir fait un tel cadeau, ce qui l'amène à croire qu'il est une personne intéressante. Avant de partir, elle dit qu'elle espère qu'ils se reverront un jour. À ce moment-là, Abel passe la tête et rappelle son partenaire à l'intérieur, l'encourageant devant les autres aventuriers en disant qu'il serait mort sans les actions héroïques de ce mage de l'eau, et que tout le monde devrait être ami avec le nouveau membre de la guilde. Sur ce, Abel jette Ryo au milieu de la foule. Et bien que le garçon soit embarrassé au début, il s'illumine rapidement sous toute cette attention inattendue. Enfin,
il est temps de remplir les papiers pour rejoindre officiellement l'organisation. Abel dit à la réceptionniste qu'il aimerait que son compagnon soit directement promu au rang en se basant sur son propre rang élevé. La commis trouve cela étrange car personne de l'épée écarlate n'a jamais parrainé personne auparavant, mais Abel insiste sur le fait que ce gamin est authentique. Par conséquent, une démonstration de force formelle est requise. Alors Abel demande s'ils peuvent en discuter et discuter d'autres choses directement avec le maître de la guilde, escorté jusqu'à la salle de réunion avec son protégé. Le célèbre aventurier de Lune est accueilli par le maître de la guilde lui-même, qui fait irruption de façon spectaculaire, visiblement soulagé de voir Abel vivant et en bonne santé alors qu'il avait presque perdu espoir. Quand Abel présente Ryo comme son sauveur, le maître de la guilde s'avance, se présentant comme Humaglas et remercie le jeune mage pour son aide. Ryo lance une autre réplique classique. Vous savez comment c'est. J'étais juste au bon endroit au bon moment. Abel exprime ensuite son souhait de parrainer la promotion de Ryo pendant le processus d'inscription, allant même jusqu'à affirmer que Ryo est plus fort que lui, ce qui laisse le maître de la guilde complètement abasourdi. Ensuite, il montre les pierres magiques qu'ils ont collectées en chemin. À en juger par leur couleur et leur taille, Hugh soupçonne qu'elles proviennent de vouivres et qu'il y en a beaucoup. Il estime qu'il faudrait une véritable armée pour abattre autant de dragons. Clairement impressionné et un peu mal à l'aise, Hugh craint que ces monstres volants ne se dirigent vers Lune, mais Abel l'assure que ce n'est pas le cas. Il les a chassés au sud des montagnes maléfiques. Curieux, Ryo demande ce qui se passe avec ces montagnes maléfiques car aucun d'eux ne savait où elles se trouvaient auparavant. Abel explique qu'il l'a compris au moment où ils ont trouvé la route vers Kelati. Ryo plaisante en disant que le nom des montagnes ne semble pas très invitant, et Hugh est d'accord, notant que personne n'a jamais réussi à traverser cette région, pas même les groupes d'aventuriers les plus expérimentés. Pourtant, Abel confirme que lui et Ryo ont bravé ces terres brutales et s'en sont sortis vivants, ce qui, comme il le dit, est une preuve irréfutable de la force de Ryo. En fin de compte, Hugh admet que cette démonstration était plus que suffisante. À ce moment-là, une fille fait irruption dans la salle de réunion et tombe à genoux, submergée de soulagement d'avoir trouvé Abel sain et sauf. Il s'excuse d'avoir inquiété Linné, en même temps, Saluri et Warren, deux vieux amis du passé. Comme Abel a beaucoup à discuter avec ses compagnons, le maître de la guilde invite Ryo à commencer le processus d'inscription, demandant à Nina, la réceptionniste, d'apporter les papiers nécessaires à son bureau. Avant que Ryo ne parte, Abel lui dit qu'il veut l'emmener quelque part plus tard, alors il devrait attendre dans le hall une fois qu'il aura fini. À l'intérieur du bureau, Hugh explique que les personnes que Ryo vient de rencontrer sont des membres de l'épée écarlate, le groupe le plus connu et le meilleur de la ville. Impressionné, Ryo demande s'il peut vraiment s'inscrire directement au rendez. Hugh répond qu'Abel est si bon, que les gens pourraient l'appeler un génie, mais même lui ne pourrait pas abattre une vouivre seule. Cela signifie que les compétences de Ryo sont plus que suffisantes pour commencer au rendez. Nina arrive bientôt avec le matériel d'inscription et guide Ryo à travers le processus. Pendant que Hugh s'occupe des papiers, elle mène une brève interview pour enregistrer le nom et la classe de Ryo. Comme Ryo n'a pas d'adresse permanente à Lune, il est autorisé à séjourner dans l'un des dortoirs de la guilde pendant une durée maximale de 300 jours après son inscription. Comme il n'a jamais été dans un donjon auparavant, il est intéressé par le cours d'introduction que la guilde offre chaque mois. La session de ce mois-ci commence après-demain à 9h du matin. Dans la salle de réunion au 3e étage, Nina lui demande ensuite de placer sa main sur un cristal pour terminer l'inscription, qui est représentée par une carte qui sert de pièce d'identité. Une fois l'interview terminée, Ryo et Nina quittent le bureau du maître, et Hugh pousse un soupir de soulagement qu'Abel soit enfin de retour. Après tout, les choses étaient devenues assez chaotiques depuis la disparition de ce gamin. En fait, Hugh prévoit déjà d'annoncer au public que le chef de l'épée écarlate est de retour. En quittant la guilde, Abel emmène Ryo récupérer sa récompense pour l'avoir escorté en toute sécurité jusqu'à la ville. Il veut aussi acheter à Ryo des vêtements et un bâton maintenant qu'ils sont à Lune. Honnêtement, Ryo ne sait même pas ce qu'il ferait avec un bâton. Il peut lancer des sorts sans baguette. Et quand il doit se battre de près, il utilise une épée. Abel, de son côté, est un peu perplexe. Il avait toujours pensé que l'arme à la taille de Ryo était juste un couteau, vu sa petite taille. En parlant de confusion, Ryo réalise qu'il y a encore des choses fondamentales qu'il ne comprend pas tout à fait. Un peu plus tard, alors que le soir tombe, il repense à quelque chose qu'Abel a dit. Dans ce monde, une journée dure 24 heures, une semaine dure 7 jours et un mois dure 30 jours,
comme sur Terre. Les tailles de vêtements sont mesurées de la même manière aussi. Plus il y pense, plus il se demande si ce n'est qu'une coïncidence. Peut-être que quelqu'un d'autre de la Terre s'est réincarné ici il y a longtemps et a fini par façonner une grande partie des traditions locales, surtout qu'ils ont du curry. Cette nuit-là, presque tous les aventuriers de Lune se réunissent pour organiser une fête de bienvenue pour Abel après son retour triomphal et inattendu. L'épée écarlate est là au complet, les boissons et les rires coulent à flot. Le lendemain, Rayo est complètement lessivé. Nina lui rappelle que Ra veillait sur lui toute la nuit. Puisque Ra considère Abel comme un grand frère et admire définitivement Réo pour avoir sauvé son héros. Quand Réo arrive à son nouveau logement fourni par la guilde, il est présenté à ses nouveaux colocataires de la chambre 15. Le gars aux cheveux bruns est Nils, et le blond au fond est Ito. Alors que Nina retourne à la réception, Nils fait un commentaire sur la beauté de Nina, et Ito renchérit sur la compétitivité pour attirer l'attention des réceptionnistes, en gros. Les Batina n'ont aucune chance. Mis à part ça, il discute rapidement avec Rayo et est soulagé de découvrir que c'est un bon gars, ça aurait pu être un autre Dan de la chambre 1 qui est un vrai gaffeur. Soudain, Nina revient, amenant un autre aventurier nouvellement inscrit qui va rester avec eux. Un petit garçon entre et se présente comme Amon. Nils remarque qu'il n'a pas l'air assez vieux, et Amon confirme qu'il n'a que 16 ans. Malheureusement, c'est un orphelin. Sa famille est décédée, il n'a donc pas eu d'autre choix que de devenir un aventurier à Lune. Ito dit que tout le monde ici a une histoire similaire d'une manière ou d'une autre, tandis que Nina leur fait savoir qu'Amon commence le cours de donjon demain, et Rayo peut l'accompagner s'il le souhaite. Pendant ce temps, lors d'une réunion de l'épée écarlate, l'un perd complètement la tête, criant qu'il est impossible qu'un mur de glace puisse être aussi épais. Comme ils sont toujours si minces, vous pouvez les traverser d'un simple coup de vent. Malgré l'explosion, Abel insiste sur le fait que Ryo a vraiment conjuré un mur, un de ces murs robustes et résistants, mais la fille rétorque, disant que, tout d'abord, une magie comme celle-là ne peut être lancée qu'à proximité de l'utilisateur, pas à distance. Comme ce type l'affirme, Abel est clairement surpris par la colère de sa partenaire, tandis que Reya lui dit de se calmer après tout. C'est comme ça que le gars l'a vu. Fin de l'histoire. Toujours pas convaincu, l'un évoque cette absurdité à propos de percer les wyverns avec des lances de glace, ce qui est tout simplement impossible car ils ont une barrière de vent qui dévie la magie. Cette fois, le chef est d'accord sur l'existence de la barrière, mais dit qu'il a vu de ses propres yeux les dragons se faire embrocher. Reya remarque que la seule personne dont elle ait jamais entendu parler capable de faire une chose pareille était le mage infernal légendaire. Gable continue, rappelant comment ce mage a brûlé 1000 soldats impériaux en une seule explosion, a transformé une wyvern en cendre avec un seul sort, et a effacé une ville entière de la carte avec une seule incantation. Donc, en bref, si leur compagnon a raison, Reya pense que ce type de Ryo est vraiment incroyable, mais elle détesterait voir le genre de ravage qu'il pourrait causer s'il se rangeait du côté de l'Empire, et l'un est d'accord que cela pourrait arriver. Malgré tout, Abel leur assure que ce ne sera jamais le cas après tout. Ce gamin déteste le nom ridicule de l'Empire du Buc plus que tout au monde. Le lendemain, le professeur termine le cours d'introduction. Au cours des 5 derniers jours, les étudiants ont tout appris sur l'exploration de donjons. Mais cet après-midi, ils sont sur le point d'entrer dans le premier niveau d'un véritable labyrinthe. Aimon avoue qu'il est assez anxieux à ce sujet, et Rayo lui dit de se détendre pour l'instant, sinon il arrivera au donjon déjà épuisé. Avant de partir, le professeur ouvre la discussion pour toute question. Alors, le mage de l'eau demande s'il est possible de sauter directement à un repère que vous avez déjà nettoyé. Le professeur est impressionné par la question et explique qu'il existe des donjons avec quelque chose de ce genre dans les provinces du Sud. Cependant, Ryo ne trouvera rien de tel dans la caverne de Lune. De plus, il n'a entendu que des rumeurs à ce sujet, il ne peut donc pas entrer dans les détails. Amon est impressionné que son ami soit au courant de cela et dit que ce n'est pas étonnant que Ryo soit déjà classé D. Ryo hausse simplement les épaules, disant que c'est quelque chose qu'il a entendu quelque part. Sur le chemin de l'événement, le professeur explique que le donjon de Lune est en fait au milieu de la ville, mais il est plus exact de dire que toute la ville a été construite autour de ce labyrinthe. Tous les quelques années, la population de monstres à l'intérieur se multiplie rapidement, un phénomène qu'ils appellent le rugissement des profondeurs. Parfois, les créatures qui apparaissent pendant cette période remontent à la surface, et c'est pourquoi il y a des murs doubles pour les empêcher de sortir de la ville. Amon a l'air inquiet à propos de ce rugissement des profondeurs,
mais le professeur rassure les recrues qu'elles n'ont pas à avoir peur. Cela n'arrive qu'une fois tous les quelques années. Un peu plus loin, il montre le bureau de la guilde à l'entrée de la caverne, où les aventuriers enregistrent leurs noms et les heures auxquelles ils entrent et sortent. Mais comme ces étudiants sont déjà inscrits au cours, ils n'ont pas à s'en soucier. Dans l'escalier qui descend au donjon, Ryo essaie de calmer Amon, qui est toujours visiblement tendu. Dans la première couche, le tuteur leur dit qu'il n'y a pas de monstre fort à ce stade. Ainsi, les étudiants sont libres d'explorer seuls tant qu'ils restent près de l'entrée. Pendant qu'ils se promènent dans une partie de la grotte, Ryo sent une menace cachée qui se cache dans l'obscurité. Il décide de geler l'ennemi en place avec de la magie, afin qu'Imon puisse le frapper avec son épée. Bientôt, une fourmi soldat apparaît, et Ryo sait que la façon la plus simple de s'en débarrasser est de frapper la base de son cou. Ainsi, le mage immobilise la fourmi avec 8 lances de givre, ouvrant la voie à son partenaire. Sans hésitation, Amon réussit à frapper proprement le cou du monstre. Ryo ouvre ensuite la carcasse pour récupérer la pierre magique après tout. Ce sont des aventuriers, et ils doivent apprendre à gagner leur vie grâce à cela. Cette nuit-là, les deux retournent à la salle de la guilde et sont célébrés par leurs colocataires pour avoir terminé le cours et fait leur première descente de donjon. Nils prend une gorgée de sa chope et grommelle que ce n'est pas de l'alcool, tandis qu'Ito explique qu'ils ne sont pas autorisés à boire ces trucs dans les dortoirs. Au fait, Ito est assez impressionné que ses amis aient réussi à vaincre une fourmi soldat au premier niveau. Amine attribue tout le mérite à la magie de glace de Ryo, mais Ryo insiste sur le fait que c'était un travail d'équipe. Ito demande ce qu'il prévoit pour demain, et Amine dit qu'il aimerait retourner au donjon, mais il n'est pas encore très confiant. En entendant cela, Ryo l'invite à l'accompagner jusqu'à la 3e couche, ce qui illumine la journée d'Amon. À part ça, Ryo avoue qu'il était un peu ennuyé de croiser une fourmi soldat au tout premier étage, car ce n'est pas censé arriver d'après ce qu'ils ont appris en classe. Nils commente qu'il ne devrait y avoir que des chauves-souris dans les premiers stades quand Abel apparaît soudainement pour expliquer que les fourmis peuvent creuser des tunnels et traverser les couches du labyrinthe. Le groupe est stupéfait de voir le chef de l'épée écarlate en personne tandis que Nils se lève d'un bond, émerveillé, et demande à serrer la main de son héros. Avec humilité, Abel salue le jeune homme et lui dit de garder son enthousiasme sous contrôle. L'arme la plus importante d'un véritable aventurier est la survie. Ryo demande ce qui amène Abel à la salle de la guilde si tard, et Abel répond que la mission d'aujourd'hui a pris plus de temps que prévu. Donc son équipe vient juste de rentrer. En parlant du reste de son groupe, ils finissent par trouver leur chef et lui rappellent qu'ils doivent faire le rapport au maître de guilde pour qu'Abel arrête de s'enfuir. Il essaie d'expliquer qu'il donnait juste des conseils aux débutants, mais l'un ordonne à Warren de le porter sur son dos pour qu'il ne disparaisse plus. Après ça, l'un s'approche de Ryo et lui lance un long regard mystérieux, mais s'en va sans dire un mot. Une fois que les membres de l'épée écarlate sont partis, Amon commente que c'était toute une scène. Alors qu'Ito semble plus concentré sur la beauté époustouflante de Ria, Nils, pour sa part, n'arrête pas de penser à sa rencontre avec son idole, et Ryo ne comprend tout simplement pas pourquoi tout ce remue-ménage. Sur le chemin du maître de guilde, Ria dit à l'un que c'est impoli de regarder les gens comme ça. Mais l'un dit que si Ryo est vraiment ce mage incroyable dont tout le monde parle, il est normal d'être curieux. Ria admet qu'elle est curieuse aussi, mais Abel dit aux filles d'être patientes. Elles verront bien de quoi il retourne assez tôt. À l'aube, Amon sort de sa chambre en trombe, prêt à se précipiter dans le donjon, mais Ryo lui dit de ne pas être si pressé. Plus tard, ils arrivent au bureau de la guilde dans le donjon pour s'inscrire. Dans la couche 3, ils abattent quelques monstres en cours de route, travaillant mieux en équipe lors d'un combat plus difficile. Alors que Ryo abattait les chiens à distance avec ses lances de glace, Amon a pris les devants avec son épée et a réussi à tenir tête aux adversaires. Après le combat, le jeune guerrier sent l'épuisement dans ses jambes, tandis que le mage lui tend la main pour l'aider à se relever et le félicite pour sa performance. Pendant une pause, Ryo remarque avec désinvolture qu'il y a quelque chose dans la technique à l'épée d'Amon qui lui rappelle Abel. Il demande si le professeur du garçon dans son village était un aventurier. Amon explique que son maître était un vieil homme nommé Kiro, qui avait été formé dans une prestigieuse académie de la capitale royale et avait appris un style célèbre appelé Hume. Naturellement, Amon a fini par suivre ses traces. Ryo lui assure qu'il deviendra aussi fort qu'Abel dès qu'il maîtrisera les bases du combat au corps à corps. C'est alors qu'Amon avoue qu'il a toujours considéré son ami comme un mage, mais il s'avère qu'Abel est aussi assez habile avec une épée.
Le sorcier explique qu'il avait un mentor qui s'est entraîné avec lui il y a longtemps. Mais comme son propre style est unique, il n'est pas sûr que cela compte vraiment comme de l'escrime formelle. En parlant de ça, Rhea avertit Amand d'y aller doucement avec l'effort parce que son style de combat est assez épuisant. Pourtant, une fois qu'il aura compris le truc, il sera capable d'éviter de se blesser puisque c'est en fait un style très sûr. C'est pourquoi Amand devrait développer son endurance à chaque occasion qu'il en a, peut-être avec de la course ou un exercice similaire après tout. Pratiquer de façon constante est le seul véritable chemin vers l'amélioration. Ça rappelle à Ryo l'époque où il voyageait avec Abel pendant un certain temps. Chaque matin, Abel se levait tôt pour s'entraîner, et même si tout le monde était d'accord, il était incroyablement talentueux. Le chef de l'épée écarlate ne se relâchait jamais quand il s'agissait de son entraînement. Inspiré par cette leçon, Aemon promet de continuer à travailler dur, et son compagnon ne peut s'empêcher de louer la détermination du garçon. Le lendemain matin, Mihara Ryo dit au revoir à ses colocataires alors qu'il part pour un rendez-vous, mais il ne va pas au donjon. Se promenant dans les rues paisibles, il se dirige vers la bibliothèque où il est accueilli par la femme à la réception. Elle le conduit à la section sur les livres d'alchimie pour qu'il puisse commencer ses recherches, et il est honnêtement stupéfait de voir à quel point l'endroit est immense. C'est sa première fois là-bas. Après tout, avec une pile de livres dans ses bras, Ryo hésite entre lire les bases de l'alchimie et se plonger dans un livre de recettes alchimiques, alors il décide de prendre les deux. Dans la cour de la bibliothèque, il cherche un siège et pense que ce serait formidable s'il pouvait obtenir une copie de ses œuvres. Soudain, une énorme ombre balaie le ciel, qui était parfaitement clair il y a quelques instants. Levant les yeux, une paire d'habitants repère ce qui se passe. C'est une éclipse solaire. Instantanément, Ryo se lève d'un bond alors que des ombres passent devant lui, et le sentiment qui l'envahit est que le monde entier a soudainement changé. Réagissant par instinct, il lève des barrières de glace et se protège d'un puissant jet de feu assez fort pour faire exploser tous les murs sauf le dernier. De la fumée sort une femme à cornes qui réalise immédiatement qu'il y a un humain impliqué maintenant. Pas que ça ait de l'importance pour elle tant qu'il est éliminé. À en juger par son apparence et sa puissance pure, Ryo se dit que ce doit être un démon comparable à un behémoth ou même à un griffon. Et autant qu'il aimerait courir, il n'est pas sûr de pouvoir échapper à ce monde parallèle. Réfléchissant vite, il conjure plus de murs de glace et les renforce avec du mana. Encore une fois, un jet de feu s'écrase contre ses défenses, et tout ce que Ryo peut faire, c'est espérer qu'il ne se fasse pas retirer par une puissance aussi écrasante. La démone crée un trou dans la glace, lançant un petit projectile à travers l'ouverture, visant droit sur Ryo. Même s'il le touche, il semble complètement indemne. Elle est impressionnée qu'il ait réussi à résister au feu de l'enfer, mais ce qui la choque vraiment, c'est qu'il ait dissipé la lance du vent. L'étudiant un peu plus, la démone remarque qu'il porte la robe du roi des fées, ce qui explique beaucoup de choses. Pourtant, déclare-t-elle, rien de tout cela n'a d'importance si elle le tranche avec son épée. Le combat éclate, et il est clair que la démone a le dessus en matière de vitesse. Mais Ryo tient une défense solide, bloquant chaque coup jusqu'à ce qu'il soit capable de mettre une certaine distance entre eux pour une contre-attaque magique, prouvant qu'il n'est pas juste un débutant. Il tire des dizaines de lances de glace. Aussi implacable soit-elle, la démone est si rapide qu'elle les esquive toutes, glissant sur le champ de bataille avec de puissantes enjambées, riant de ses tentatives, Ryo réalise qu'elle utilise la magie du vent pour augmenter sa vitesse. Mais avant qu'il ne puisse trouver un plan pour contrer ça, elle réduit à nouveau l'écart pour un autre assaut à l'épée. Heureusement, Ryo manie l'épée du roi des fées, et il sait que tant qu'il maintient sa garde, il ne se fera pas toucher même s'il est plus lent que son adversaire. De plus, ses coups ne sont rien comparés à ceux que son propre maître avait l'habitude de lui donner. Curieuse de savoir qui est ce gamin bien équipé, la démone invoque une flamme, mais elle est instantanément étouffée par une des lances de glace de Ryo. Elle voit qu'il est puissant, mais le fait qu'il se batte vraiment l'infurie. Il n'y a aucune chance qu'elle recule maintenant. Sans hésitation, elle se jette à nouveau, se lançant dans un autre combat à l'épée frénétique. Alors qu'elle a la vitesse et l'agression, Ryo contre avec une concentration inébranlable et une précision suffisante pour maintenir le match parfaitement égal. Avec un peu d'espace entre eux à nouveau, le mage recourt à ce qui pourrait vraiment faire pencher la balance, sa magie de glace. La démone, pendant ce temps, sort son truc habituel, se cachant dans le feu pour se protéger des lances et ajoutant des murs de terre pour faire bonne mesure. Mais Ryo réussit quelque chose d'inattendu,
tirant des projectiles depuis le sous-sol et depuis tous les angles possibles. Cela brise finalement ses défenses et la laisse blessée. Avec sa rivale sur les cordes, Ryo insiste pour le coup de grâce. Mais la créature commence à se régénérer rapidement au milieu de la bataille, et juste comme ça, le combat revient à la case départ. Pour empirer les choses, elle montre une force immense, l'envoyant voler vers un bâtiment. Maintenant, la démone a l'avantage évident ou du moins le croit-elle. Soudain, elle remarque des gouttes de pluie tombant du ciel. Mais au lieu de simplement la tremper, chaque goutte brûle comme de l'acide. Avec l'averse qui fait rage au-dessus, elle est forcée de lancer un mur de terre pour éviter d'être détruite sur place. Ryo retourne sur le champ de bataille, mais décide de garder ses distances cette fois. Puisque cet ennemi refuse d'admettre sa défaite, honnêtement, c'est le mouvement le plus intelligent qu'il pouvait faire, le démon libère son bouclier avec une force si terrifiante que s'approcher serait un suicide. Une fois que c'est fait, l'éclipse commence lentement à s'estomper, et la lumière du soleil commence à revenir sur la place de Lune. Il y a bien longtemps que cette entité n'a pas affronté un combat aussi équilibré. Mais, malheureusement, son temps est écoulé, et elle doit se retirer. Elle aurait aimé continuer, mais cet enfermement était un cas spécial, quelque chose qu'elle ne pouvait pas entièrement contrôler. Finalement, la femme se présente comme Léonore Urraca Albuquerque et demande le nom du garçon, qui lui donne en retour. Bien qu'elle aurait aimé le tuer, Éléonore réalise que Miara Ryo n'est pas le genre d'ennemi qu'on peut détruire quand on en a envie. Quoi qu'il en soit, que l'humain le veuille ou non, le démon promet qu'elle reviendra pour une revanche. Un vrai combat où ils pourront régler qui est vraiment le plus fort. Et si quelqu'un d'autre de son espèce se montre, elle demande au gamin de ne pas perdre car désormais, sa vie lui appartient, et elle seule a le droit de la lui prendre. Alors que la lumière du soleil revient complètement, le démon disparaît, et la tête de Ryo se met à tourner après une bataille aussi folle. Ça lui rappelle qu'il voulait acheter des livres. Alors il se dépêche de retirer de l'argent et retourne au dortoir, ravi de découvrir que son compte est plein d'argent grâce à la vente de ses pierres de Wyvern. Mais quand il ouvre sa porte, les gars sont introuvables, alors il se dirige vers la bibliothèque. En regardant par la fenêtre, il aperçoit ses colocataires menacés par un groupe de 5 voyous. Le trio de la chambre 15 râle d'avoir été pris en embuscade, mais les fauteurs de troubles précisent qu'il n'y a aucune règle qui dit qu'ils doivent avertir qui que ce soit avant d'attaquer. C'est comme ça que ça marche dans les donjons. Alors Ryo en fait tomber 4 avec un sort d'eau, ne laissant que le chef, et lui renvoie sa propre logique en pleine figure. Nils intervient en disant que ce type est Dan de la chambre 1. Ryo sourit et demande si le grand homme va s'enfuir la queue entre les jambes maintenant que ses potes sont à terre. Dan ne l'entend pas de cette oreille. Il se jette sur le mage, qui lui craque promptement le ventre avec le pommeau de son épée, ce qui fait vomir le type sur place. Une fois cela réglé, Ryo tend une potion à Ito car lui et Nils sont rejoints à Aemon pour ses courses matinales. À part eux, le mage de l'eau lui-même pourrait avoir besoin d'être soigné. Alors que Ryo prend un bain bien mérité pour se ressourcer, le prêtre du groupe utilise un soin mineur pour soigner son épaule, celle qui a pris le coup des terres venteuses d'Éléonore. Ito plaisante en disant que si cette frappe avait atterri dans son cœur, Ryo serait mort. Mais Ryo explique que c'est exactement là où elle visait. Il a juste réussi à esquiver à la dernière seconde. Bien sûr, tout le monde meurt d'envie de savoir qui il a combattu. Mais Ryo promet seulement de révéler les détails un autre jour, pas aujourd'hui. Laissé seul avec ses pensées, Ryo réalise qu'il a encore beaucoup à apprendre sur cet enfermement et les puissants démons qui se cachent dans ce monde. L'instant d'après, nous voyons Nils, Ito et Imon se diriger vers le donjon de la ville. Cette fois, lorsque le plus jeune membre de l'équipe se blesse au bras, il y a effectivement un prêtre pour le soigner. Après avoir lutté contre quelques monstres, Ito souligne que trouver des archers gobelins au 5e étage est un mauvais signe, des créatures de ce niveau ne devraient pas être là. À cause de cela, Miss suggère de retourner à la surface, rappelant à tout le monde que la survie est notre priorité absolue. Ito plaisante en disant qu'il a totalement volé cette devise à Abel, et le gamin répond qu'honnêtement, il est assez évident que la vie est la chose la plus importante. Donc le chef de l'épée écarlate n'avait pas vraiment besoin de le dire à voix haute. Alors qu'il se prépare à partir, Aemon déplore que Ryo ne fasse pas partie du groupe aujourd'hui. Les autres lui rappellent qu'il est préférable de former une équipe avec des membres de niveau similaire, et, eh bien, le mage de l'eau est bien au-dessus de leur niveau. Pendant ce temps, quelque part dans l'ombre de la caverne,
un monstre imposant est en train d'achever un homme avec des coups brutaux de sa hache. De retour à la surface, juste à l'extérieur des murs de la ville de Lune, Ryo se tient à contempler les champs de blé doré, se parlant à lui-même de la façon dont la magie de Léonore hier était d'un tout autre niveau. Pourtant, en termes de vitesse d'incantation, il estime qu'ils sont à peu près à égalité. Quoi qu'il en soit, la règle est simple. Ryo doit renforcer ses faiblesses autant que ses forces, afin que tout devienne un point fort. En plus de cela, il analyse la vitesse de déplacement de la fille démon et s'avoue jaloux de sa capacité à combler l'écart instantanément, probablement une sorte de magie du vent. Mais l'envie seule ne le mènera nulle part. Alors Ryo commence à réfléchir à des moyens de reproduire cette accélération en utilisant les outils à sa disposition. La première idée qui lui vient à l'esprit est le jet d'eau. Il l'a déjà utilisé pour se lancer hors de l'eau. Mais sur la terre ferme, il aura besoin d'une poussée supplémentaire. Dans cet esprit, le mage conjure un chemin de glace pour servir de rampe de lancement glissante. Imaginant le jet d'eau jaillissant de son dos pour le propulser vers l'avant, l'idée fonctionne réellement, du moins assez bien pour lui donner un petit coup de pouce. Mais le jet d'eau s'épuise rapidement, le laissant bloqué. Réalisant qu'il a besoin de plus de puissance, Ryo met sa pratique en suspens et se dirige vers la bibliothèque pour faire des recherches sur les démons et l'alchimie. En parlant de la bibliothèque, l'un est occupé à fouiller dans des livres sur les sorts interdits, à la recherche d'un moyen de conjurer un épais mur de glace dans les airs ou des lances de glace suffisamment pointues pour percer les défenses d'une wyverne. Mais elle ne trouve tout simplement pas ces sorts nulle part, pas même son maître, Hilarien, ne les a jamais réussis. Dans son esprit, ce sont peut-être des sorts originaux que Ryo a inventés lui-même. Pour autant qu'elle sache, le seul qui peut faire ça est le mage infernal de l'Empire. Et même dans ce cas, c'est rare. Pendant ses recherches, l'un croise par hasard Sora, une amie elfe. L'un demande si Sora a été absente de Lune pour affaires pour la capitale royale, et Sora confirme. En parlant de travail, Sora mentionne qu'elle a déjà quelqu'un qui l'attend et qu'elle doit y aller. Pendant ce temps, alors que les garçons de la chambre 15 reviennent du donjon, ils croisent la vendeuse préférée de Neil, Nina. Le gamin est tellement amoureux qu'il est pratiquement sur une autre planète quand elle est dans les parages, alors Ito doit le ramener à la réalité avec un coup de son bâton. Nina commente que le groupe est de retour tôt, et le prêtre explique qu'ils ont une très bonne raison à cela. Il lui montre ensuite la pierre magique d'un archer gobelin et explique qu'ils en ont rencontré un au 5e étage, ce qui est bizarre car il n'y a plus eu de signe de ces gobelins à ce niveau depuis des années. Immédiatement, Nina s'excuse pour alerter le maître de guilde, promettant également d'afficher un avertissement sur le tableau d'affichage. Sur ce, les trois aventuriers partent vendre leur pierre magique. Quand Hugh McGlass apprend la nouvelle, il se rappelle que les archers gobelins n'apparaissent généralement qu'à partir du 10e étage, un drapeau rouge certain. Il demande combien de groupes de rambés il y a en ville, et Nina répond, juste l'épée écarlate et la brigade blanche. La brigade blanche, dirigée par Phelps, est revenue il y a 2 jours d'une expédition. Sur ce, le maître de guilde ordonne que les 2 équipes soient convoquées. Plus tard, quand il découvre qui d'autre a été appelé, Abel est déjà en train de râler. Il ne s'est jamais vraiment bien entendu avec la brigade blanche. Ria trouve ça amusant puisqu'il connaît ces gars depuis l'enfance, tandis que l'un lève les yeux au ciel et lui dit qu'il se plaint trop, et qu'il devrait être plus comme Warren qui ne dit jamais un mot. D'une manière ou d'une autre, on n'échappe pas à la responsabilité. C'est pourquoi l'épée écarlate se dirige ensemble vers le bureau de Hugh McGlass. En attendant, Phelps dit rapidement bonjour à tout le monde, et Abel se sent mal à l'aise devant le chef de la brigade blanche. Hugh commence la réunion en remerciant tout le monde d'être venu et va droit au but. Le rapport sur les archers gobelins au 5e étage du donjon de Lune est absolument vrai. Son plan est que les 2 équipes entrent ensemble dans le donjon à l'aube, vérifiant les signes du rugissement profond qui est une explosion soudaine de la population de monstres. Cela fait 10 ans depuis le dernier, donc cela pourrait arriver à tout moment, surtout maintenant que des gobelins ont été repérés au 5e étage. Chaque équipe recevra 100 pièces d'or à l'avance pour ce travail et 200 autres à la fin. Si le rugissement profond est confirmé, tous les aventuriers doivent retourner immédiatement à la surface. Dans ce cas, le maître de guilde fermera le donjon, scellera l'entrée et demandera aux aventuriers d'installer des défenses avec les chevaliers derrière les doubles murs. Une fois tous les détails expliqués, Abel accepte la mission au nom de son équipe, et Phelps fait de même pour la brigade blanche. Le lendemain matin, Ryo surprend ses colocataires en partant si tôt.
Il explique qu'il prévoit de visiter la bibliothèque Nord aujourd'hui, car elle est censée avoir plus de documents spécialisés sur l'alchimie que celle du Sud. Itto dit que seuls les aventuriers de rang des hauts supérieurs sont autorisés à utiliser cette bibliothèque, donc le mage d'eau est qualifié. Amon demande si les rumeurs sur une section interdite sont vraies, ce qui excite encore plus Ryo. Le prêtre explique que seuls les rangs B et supérieurs peuvent entrer dans cette zone, ce qui déçoit un peu le mage. Ménis lui assure qu'il ne tardera pas à atteindre ce niveau. En parlant de montée de niveau, Nis lui-même rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui est le jour pour le groupe d'avancer un peu plus dans le donjon, il est donc temps de se préparer. Quand ils arrivent, Ryo paie les frais d'entrée et obtient son laissez-passer. Alors qu'il marche dans les couloirs, il remarque que la bibliothèque sud est plus grande, mais il y a quelque chose de différent dans l'air. Même s'il est sûr que les gens penseront qu'il est fou de faire des recherches sur les démons, Ryo cherche quelqu'un qui peut l'aider à trouver les livres qu'il veut. Montant au 2e étage, il tombe directement sur Sora, l'elfe qui est l'ami de l'un, la même qu'il avait croisée dans la rue. Les yeux de Ryo s'illuminent instantanément quand il la voit. Pendant ce temps, l'épée écarlate arrive à l'entrée du donjon aux côtés de la brigade blanche. Les deux chefs se saluent, et Abel vérifie si Phelps a vraiment amené 20 combattants. C'est le cas, la moitié du régiment de la brigade, tous de rang C au supérieur. Une fois qu'il semble que tout soit prêt, Hugh se prépare à ouvrir la porte du donjon, mais Abel l'arrête, disant qu'il a un mauvais pressentiment à ce sujet. Dans cette optique, il dit à Lynn d'utiliser un sort de vent pour explorer le premier repère. Une fois qu'elle le fait, la sorcière détecte des centaines de créatures rassemblées juste à l'entrée. C'est toute la preuve dont ils ont besoin. Le rugissement des profondeurs est en train de se produire. Le maître de guilde ordonne immédiatement que les autorités soient averties que les monstres pourraient arriver à tout moment. De retour à la guilde, le groupe de la chambre 15 voit l'avis de fermeture du donjon. Quand soudain un aventurier entre en criant à propos du rugissement des profondeurs, tous les membres de la guilde présents sont invités à prendre position au-dessus du premier mur et à être prêts à attaquer immédiatement. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, Sera reconnaît Ryo et se présente officiellement. Quand elle demande ce qu'il fait là, le mage d'eau manque de dire qu'il fait des recherches sur les démons, mais se reprend au dernier moment. Au lieu de cela, il dit qu'il est ici pour étudier l'alchimie. Son but ultime est de créer un golem. Sera commente l'ambition du jeune homme. Elle doute qu'il y ait des livres spécifiquement à ce sujet ici, mais il y en a qui pourraient l'orienter dans la bonne direction. Puisqu'elle connaît à peu près tout sur l'endroit, l'elfe propose de l'aider. En chemin, ils parlent de leur amour des livres. Ryo dit qu'il avait l'habitude de lire tout le temps, mais ça fait un moment, donc être ici est un peu nostalgique. Sera le taquine, disant qu'il donne l'impression qu'il est loin des livres depuis des décennies. Ryo mentionne doucement le fait qu'elle est une elfe, laissant entendre que sa notion du temps est probablement très différente. Puisque les elfes vivent beaucoup plus longtemps que les humains, Sera confirme qu'elle n'est pas seulement une elfe, mais aussi le seul membre d'une équipe de rang B appelée Vent. Ryo dit qu'un ami lui a dit qu'il n'y avait qu'un seul elfe en ville, et Sera est d'accord que les elfes sont rares dans les colonies humaines. Elle admet que ça la fait se sentir un peu déplacée parmi les siens, mais au moins être ici l'a amenée à rencontrer Ryo, et c'est une bonne chose. Loin de cette petite étincelle de romance, l'entrée du donjon de Loon est dans le chaos, le plus sauvage qu'il ait été depuis des années. Avec le rugissement des profondeurs en cours, toutes les portes d'accès sont verrouillées, tandis que chaque aventurier disponible s'équipe pour une invasion de monstres. En un rien de temps, des centaines et des centaines de pas précipités se font entendre derrière la porte, et Naklas annonce « Les voilà ». Comme un bélier, une horde de gobelins fracasse la porte renforcée qui les avait enfermés. La première réponse des humains est une volée de flèches et de sorts, essayant d'éliminer autant d'ennemis que possible à distance. Bien qu'ils soient désavantagés, les gobelins tirent des flèches vers le mur, réussissant à toucher quelques cibles blessées qui sont rapidement soignées par des guérisseurs et des prêtres. Au même moment, l'ordre des chevaliers du marquis de Loon prend position pour ajouter plus de puissance de feu avec leurs archers. Hugh se sent fier, réalisant que sa conversation avec le commandant Neville le chevalier a porté ses fruits. Pourtant, le nombre de gobelins qui sortent du donjon est absurde. Le chef de guilde transpire à grosses gouttes. Ses dents serrées. Des douzaines de flèches font tomber des douzaines de monstres. Mais plus ils en tuent, plus ils semblent en apparaître. Alors que Phelps dirige ses troupes et leur rappelle de rester hydratés pour le long combat à venir, Abel dit à l'un de garder son mana pour des moments plus décisifs. À moins, bien sûr,
qu'elle n'ait un sort dans sa manche qui puisse anéantir tous ces gobelins en même temps. Si c'est le cas, c'est le moment. L'un grommelle que c'est un peu trop même pour elle, tandis que Rhea avertit qu'il manque de flèches. En fait, il n'en reste que 2. Juste à ce moment-là, des aventuriers arrivent avec des barils de flèches qu'ils ont réussi à récupérer dans les armureries de la ville. Tirant un des barils, Nils le remet directement à Able. Il transmet également un message du maître de guilde. Selon MacGlass, il y a probablement quelque chose de plus gros qui attend derrière la horde, donc l'épée écarlate devrait être prête à affronter cette menace. Des heures plus tard, à l'approche de l'aube et la plupart des gobelins ayant été éliminés de loin, Hugh donne l'ordre à l'épée écarlate et à la brigade blanche de sauter du mur et de passer à l'offensive. L'un amortit la chute avec un sort de vent, permettant à tout le monde de sauter en toute sécurité et de charger les gobelins restants. Malgré une prétendue rivalité, Abel et Phelps travaillent étonnamment bien ensemble en tant que chefs. Une fois les plus petits monstres éliminés, les 2 chefs à l'avant avertissent que 3 généraux gobelins arrivent, ce qui signifie qu'il y a encore un roi derrière eux. Able annonce que lui et Phelps en prendront chacun un, tandis que Rihanna et Shanna s'occuperont du 3e. Le plan est simple. Éliminer les généraux avant que le roi n'apparaisse. Alors que la bataille commence, Able s'avance pour affronter son adversaire, esquivant un coup lourd d'une longue épée. Au même moment, Phelps enfonce sa lance dans l'épaule de son adversaire. Alors que Rikia conjure un javelot de lumière pour affronter l'officier ennemi, Able réussit à trancher les 2 mains de sa cible, scellant presque leur victoire jusqu'à ce qu'un son résonnant des profondeurs du donjon le fasse crier à tout le monde de se baisser. Soudain, une puissante rafale balaie le champ de bataille avec une force tranchante comme un rasoir. Warren parvient à empêcher l'un d'être coupé en 2 avec son bouclier massif, mais quelques gobelins n'ont pas autant de chance. Ayant survécu à la coupure de vent, Rihiro remarque que la force et la vitesse derrière ce sort ont largement dépassé l'original. Mais ce n'est pas tout. La vue d'une créature géante émergeant du donjon dit à Abel que ce n'était qu'une partie du plan du roi gobelin. Il était prêt à tuer ses propres généraux juste pour distraire l'ennemi. Agissant rapidement, Phelps esquive la hache du gobelin et enfonce sa lance dans sa poitrine, mais l'armure du monstre absorbe complètement le coup. Able essaie de se rapprocher également, mais l'ennemi est assez fort et rapide pour repousser à la fois lui et le lancier avec une facilité terrifiante. Du haut du mur, Hugh ne peut rien faire d'autre que regarder, comptant sur ses meilleurs aventuriers puisque seuls leurs épées et lances enchantées ont une chance contre un ennemi de cette ampleur. Malgré tout, avec ou sans armes spéciales, les aventuriers sont en difficulté. Face à une nouvelle attaque de vent du roi gobelin, Able utilise sa technique d'épée, ombre parfaite, pour traverser le courant tranchant. Réduisant la distance, il surprend le gobelin avec une frappe transperçante à la poitrine, suffisante pour percer l'armure du monstre, mais pas pour mettre fin au combat. Anticipant cela, Abel demande à l'un de passer à l'action. La mage déchaîne un barrage de tirs, martelant le géant jusqu'à ce qu'après une grêle implacable, il s'écrase finalement au sol, le roi ennemi vaincu. Les combattants sur le mur éclatent de joie. Alors que les principaux responsables de la victoire échangent des regards hébétés comme si cela n'avait pas encore fait tilt, Phelps apprend d'Able que l'un avait été protégé par Warren tout le temps juste pour qu'elle puisse lancer son sort, et le chef de la brigade blanche félicite la stratégie de l'épée écarlate. Pendant ce temps, Ryu passe un après-midi insouciant avec la jolie elfe jusqu'à ce qu'il soit temps de se dire au revoir. Mais une entrée cachée dans le donjon laisse entendre que le mage de l'eau sera bientôt entraîné dans cette guerre également. La nuit, il est retourné à la guilde, et l'endroit ressemblait plus à une taverne avec des gens qui buvaient et fêtaient quelque chose. Dans son bureau, tout ce que le maître de guilde voulait, c'était être en bas en train de lever un verre avec les autres, mais au lieu de cela, il était enseveli sous des piles interminables de paperasse sur les affaires bureaucratiques les plus ennuyeuses. De plus, des chercheurs de la capitale royale devaient arriver d'un moment à l'autre pour enquêter sur ce qui s'était passé. Comme il avait été décidé, le donjon resterait fermé pendant un mois, mais le pire était encore à venir. Libéré de tels fardeaux, Ryo erra dans le hall et trouva les aventuriers célébrant la fin du rugissement des profondeurs. Parmi les plus animés, il y avait Nils, racontant avec animation comment Abel avait enfoncé son épée profondément dans le roi gobelin, puis avait signalé à l'un de déchaîner un sort. Selon Ito, ce sort était la pluie de balles, l'un des plus puissants de l'élément vent. Enfin, Amon a demandé comment Abel était le seul à avoir réussi à faire ça. Et en parlant de lui, le chef de l'épée écarlate lui-même est arrivé pour révéler qu'il avait utilisé sa technique d'ombre parfaite, qui lui permettait d'esquiver toute attaque à distance, y compris la magie.
Nils a pratiquement perdu son sang-froid à la vue de son idole, louant à quel point il avait été incroyable aujourd'hui. Alors que le héros prenait également un moment pour complimenter la performance de son camarade au combat. Peu de temps après, Lin et Reya se sont approchés du chef, et la mage blonde a fait remarquer que Ryo devait être sa personne préférée. D'une manière ou d'une autre, Ryo a détecté une pointe d'hostilité dans son ton. L'autre sorcière lui a demandé s'il pouvait vraiment lancer un mur de glace en plein air, et il a confirmé qu'il le pouvait tant qu'il ne dépassait pas 40 mètres. Malgré tout, c'était un sort délicat, et il lui avait fallu beaucoup de temps pour le maîtriser. L'un voulait savoir si c'était un sort original, mais Ryo n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Elle a expliqué que la plupart de la magie était lancée en utilisant des incantations existantes, mais Ryo croyait que les incantations étaient juste une question de préférence personnelle, ce qui l'a laissé sans voix. Lorsque le mage est parti avec ses amis pour prendre quelque chose à manger avant que la nourriture ne soit épuisée, Abel a dit à Lin que ce type semblait penser que les incantations existaient juste parce qu'elles sonnaient bien, surtout depuis qu'il pouvait lancer sans elles. Lin a trouvé cela difficile à croire, pensant que c'était bien au-delà de la normale. Le lendemain, le trio de la chambre 15 est retourné à la guilde. Se plaignant qu'il n'y avait pas de mission disponible pour eux, Ryo est apparu et a demandé s'il n'avait pas de demande en attente. Mais Nils a expliqué qu'il n'y avait rien. Depuis que le donjon avait fermé, ils avaient même pensé à accepter du travail en surface. Mais l'afflux récent de personnes avait été trop important, et les acheteurs annulaient leurs commandes. Amon a alors demandé si Ryo cherchait du travail. Mais en vérité, il cherchait un minéral dont il avait besoin pour la pratique de l'alchimie, un minéral qui était maintenant complètement épuisé. Ito a deviné qu'il s'agissait de minerais de cuivre magique, un article coûteux, et Ryo a révélé qu'une poignée coûtait 500 000 florins, soit 5 pièces d'or, une petite fortune. Nils a fait remarquer que ça devait être bien d'être riche. Alors qu'il ne pouvait même pas obtenir un petit travail facile et bien rémunéré avec un cœur en or, le mage de l'eau leur a proposé un contrat pour qu'ils ramassent le minerai quelque part où il pourrait encore être trouvé. Ito se souvenait qu'il y avait une mine abandonnée près du village de Ruseille, à environ une demi-journée de marche d'ici. Ryo leur a offert 4 pièces d'or chacun, qu'ils aient réussi à en collecter ou non. Ensuite, il achèterait tout ce qu'il trouverait pour 25 pièces d'or chacun. Nils a demandé s'il était sérieux, et Ryo a expliqué que cela lui coûterait un total de 37 pièces d'or, ce qui est encore bien moins qu'il ne paierait en ville. Après le départ des trois, Ryo a surpris à travers la fenêtre, un groupe de soldats harcelant une petite fille juste parce qu'elle ne leur avait pas servi la boisson qu'ils voulaient. Dan est intervenu pour la protéger, repoussant le soldat qui la tenait, ce qui a fait dégainer son épée à l'homme et ricaner que les sales aventuriers devraient apprendre les bonnes manières. Puis, sans prévenir, l'homme s'est soudainement effondré au sol. Confus, accusant Dan de l'avoir fait trébucher, le soldat s'est relevé plus en colère qu'avant, mais est retombé. Il s'est avéré que Phelps était à l'origine des chutes, ordonnant aux soldats du royaume de se retirer. Mais le chef du guerrier n'a pas été intimidé, rétorquant que Phelps et le maître de guilde seraient exilés pour les avoir défiés. C'est alors que Phelps a révélé qu'il était un aventurier, mais aussi un noble de ce royaume. Son nom était Phelpsa Enlin, héritier de la maison Enlin. L'un des soldats l'a reconnu comme un ancien commandant des chevaliers royaux, et le jeune homme a confirmé que son père était Alexis Enlin. Sur ce, le noble a ordonné à la racaille de s'en aller, et ils se sont dispersés comme des rats effrayés. Lorsque les victimes l'ont remercié, Phelps a salué le courage de Dan pour être intervenu. Et sur ce, les jeunes sont partis. Puis, apercevant Ryo à la fenêtre de la guilde, Phelps s'est présenté comme le capitaine de la brigade blanche. Abel lui avait dit que le mage de l'eau possédait des capacités remarquables, mais maintenant il était heureux de l'avoir vu par lui-même. Ryo a fait l'idiot, mais le capitaine savait pertinemment que c'était le mage qui avait fait glisser les soldats avec de la glace. En fait, selon Phelps, Abel avait dit que vaincre le rugissement des profondeurs aurait été beaucoup plus difficile sans l'aide de ce jeune talent. Juste à ce moment-là, Shena s'est approchée du chef et l'a invité à partir. Alors qu'il s'éloignait, Ryo a deviné que les deux devaient être forts. Bien qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi le fils d'un marquis choisirait d'être un aventurier. Quand la nuit est venue, le jeune homme s'est arrêté à la guilde pour prendre quelque chose à manger avant de se coucher. Abel s'est assis à sa table et a commandé le plat du jour. Comme il était rare de le voir seul à cette heure-ci, Ryo a deviné qu'il se dirigeait vers le quartier des plaisirs après s'être rempli l'estomac, mais Abel a rapidement mis une main sur sa bouche avant que quiconque puisse l'entendre. À en juger par sa réaction,
le mage a compris que l'épéiste ne voulait pas aborder le sujet, mais dans sa tête, il était convaincu qu'Abel avait quelque chose avec l'un. Distrait, Abel a laissé échapper que celui qui s'intéressait à cette fille était en fait Warren. Il a immédiatement regretté d'avoir vendu la mèche et a dit à son compagnon d'oublier ce qu'il avait entendu. Sur ce, Ryo a fait remarquer que la différence de taille entre les deux pourrait causer des problèmes dans certaines situations, mais ce qui comptait vraiment, c'était l'amour. Maintenant que l'un était à Warren, il a suggéré à Abel de courir après Ria à la place. C'est alors que l'épéiste a perdu patience et a finalement révélé qu'il était venu demander de l'aide. Peu de temps après, ils se sont dirigés vers le quartier des plaisirs. Abel a expliqué que l'un des enquêteurs envoyés à Loon était une vieille connaissance à lui, et cet homme avait amené des chevaliers royaux comme garde. Mais il semblait qu'il y avait quelques pommes pourries dans ce lot. En bref, certains gardes s'étaient encore une fois éclipsés, et la mission d'Abel était de les retrouver avant qu'ils ne causent des problèmes. En entendant l'histoire, Ryo a aperçu des aventuriers dans la rue qu'il ne se souvenait pas avoir vus à la fête de bienvenue d'Abel. Bien sûr. Loon recevait souvent des aventuriers en visite, mais avec le donjon fermé, c'était suspect. Les deux ont décidé de traquer les hommes pour examiner la situation de plus près jusqu'à ce qu'ils soient pris au dépourvu par une embuscade dans une ruelle sombre. Bloquant la première frappe d'épée avec sa protection d'épaule, Ryo a conjuré des plaques de glace pour assommer les assaillants. Par terre, Abel a trouvé une sorte d'outil alchimique et l'a empoché comme preuve, même si le mage de l'eau mourait d'envie de mettre la main dessus. Le capitaine de l'épée écarlate a fouillé les affaires des attaquants et a découvert qu'il s'agissait d'aventuriers de Rance et de Jaéclair, la capitale d'Andelieu. Après cette confirmation, il a décidé de les remettre à la garde de la ville afin que l'enquête puisse aller plus loin. Non loin de là, Phelps se promenait seul près de l'aqueduc de la ville au milieu de la nuit. Les soldats qu'il avait humiliés plus tôt dans la journée sont venus le chercher, prêts à régler leur compte. Mais au moment où ils allaient dégainer leurs épées, ils ont tous été touchés au cou par des fléchettes magiques. Chantant une incantation, Shena apparut derrière les guerriers et libéra le sort infernaux. Effaçant les ennemis sans laisser de traces, sans se retourner, Phelps a fait l'éloge du travail de sa partenaire. Au matin, Ryo se dirigea vers la guilde et entendit des nouvelles très importantes. À l'intérieur, Hugh McGlass fulminait contre un groupe d'hommes. Selon lui, ils avaient réorganisé les provisions alimentaires de la guilde dès leur arrivée, rouvert le donjon le jour même pour une enquête, et exigeaient même des aventuriers pour assurer leur protection. Clive Staples, l'un des hommes présents à la réunion, a expliqué que Sa Majesté royale avait nommé le comte Harold Lawrence, ministre des Affaires intérieures, pour diriger cette expédition de recherche et avait donné à Clive toute autorité sur l'équipe. Malgré cela, Hugh contesta le décret, insistant sur le fait que certaines choses ne pouvaient tout simplement pas être faites. Fatigué des chamailleries, un autre homme s'excusa auprès du maître de guilde pour la nourriture et promit de faire venir des provisions des villes voisines à partir de maintenant. Clive intervint, disant que cela pourrait résoudre le problème des provisions, mais précisa qu'il ne reviendrait pas sur la réouverture du donjon. Sur ce, McGlass céda à contre-cœur, mais à une condition. Si quelque chose arrivait, la ville de Loon et ses aventuriers n'assumeraient aucune responsabilité. Clive était irrité par l'audace du maître de guilde, mais son compagnon admit qu'il n'y avait pas d'autre solution. De plus, l'homme pensa qu'embaucher des aventuriers à des tarifs supérieurs à la norme ne poserait pas de problème. McGlass répondit que cela dépendait des aventuriers eux-mêmes, mais il s'assurerait qu'ils sachent qu'il n'y avait aucune trace de l'état du donjon après un rugissement des profondeurs. Pendant ce temps, Ryo arriva au manoir où logeait le groupe d'Abel. Alors qu'il avait l'intention de prendre une bouchée à la cafétéria, une petite fille sortit en courant, paniquée, disant au mage qu'elle devait se rendre immédiatement à la guilde des aventuriers pour remettre une lettre très importante. Ryo décida de remettre son repas à plus tard pour aider la pauvre petite. Une fois à la guilde, la jeune fille remit à l'épée écarlate un message du professeur Alarian dans la capitale. Selon le messager, quelqu'un de leur logement avait dit qu'il les trouverait là. Abel lut la lettre et révéla qu'Alarian demandait le soutien des mages de la cour dans l'enquête sur le donjon. Cela inquiéta le capitaine car la raison pour laquelle le donjon avait été fermé après les rugissements il y a des décennies était qu'un groupe de rang A y était entré et n'était jamais revenu. Et ce n'était pas n'importe quel groupe de rang A. Leur chef était presque de rang S, pratiquement surhumain. Pourtant, même lui n'était jamais revenu. En d'autres termes, personne ne savait à quoi ressemblait la grotte après un rugissement des profondeurs. Juste pour montrer qu'il était attentif,
Ryo convint que la meilleure solution était de rester loin de cet endroit et prit congé pour enfin manger quelque chose. Ria demanda à la petite fille son nom, et elle répondit, Nathalie Charitskov. Leia se demanda si elle était de la célèbre famille de mages de l'eau, et l'enfant le confirma, bien qu'elle ait admis qu'elle avait encore un long chemin à parcourir. Le membre de l'épée écarlate demanda si Nathalie connaissait un sort qui pourrait créer un mur de glace dans les airs à distance, mais la jeune fille n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Abel remarqua que sa partenaire s'attardait encore sur la question, et elle répondit que tout mage qui en entendrait parler serait curieux aussi. Nathalie demanda si l'épée écarlate connaissait cette magie, et Ria lui dit que Ryo, le jeune homme qu'elle venait de voir, pouvait l'utiliser. Abel saisit alors l'occasion de déclarer qu'aucun membre du groupe ne devait combattre Ryo en aucune circonstance. À son avis, même s'ils unissaient tous les quatre leurs forces contre lui, il serait anéanti. Si une telle situation devait se présenter, il devait se rendre immédiatement. Sur ce, il dit à Nathalie de demander de l'aide à Ryo si elle en avait besoin et qu'elle ne trouvait pas l'épée écarlate. Après la réouverture du donjon, l'un des hommes de la réunion avec McGlass remit au groupe un détecteur de mana résiduel utilisé pour recueillir toute trace d'énergie magique laissée dans l'environnement. Ces traces seraient renvoyées à l'équipe d'analyse dans l'attente. Abel remarque qu'un de ses amis est fasciné par ce genre d'objet alchimique, ce qui fait que l'homme lève un sourcil, surpris que le capitaine de l'épée écarlate ait réellement des amis. Quoi qu'il en soit, Abel rappelle à ses compagnons que pour aujourd'hui, ils n'iront pas plus loin que la 3e couche. À la tombée de la nuit, le trio de la chambre 15 revient de sa collecte avec 2 morceaux de minerai à la main. Au total, ils ont dépensé 900 000 florins pour cette mission. Épuisé par l'expédition, Ito est encore déconcerté par la réouverture soudaine du donjon. Quoi qu'il en soit, comme seuls les aventuriers de rang D et plus sont acceptés, leur trio est hors course. En parlant de ça, Ryo leur rappelle qu'il y a une réunion demain où tous les 4 devront être présents. 3 jours plus tard, l'épée écarlate était déjà descendue à la 7e couche, mais il n'y avait rien de notable à signaler de l'enquête, pas même un seul monstre en cours de route. Quant à l'autre équipe d'expédition, Havel note que les gens de l'Université Royale Centrale semblent être un peu pressés. Selon Rihanna, une ancienne prêtresse du Temple Royal Central, ils ont une théorie selon laquelle les monstres connus sous le nom de rugissement des profondeurs proviennent d'un endroit situé sous la 38e couche. Lors de la réunion de la guilde que Ryo avait mentionnée, Hugh McGlass réitère que les aventuriers de rang E et G ne participeront pas à l'enquête. En alternative, ils se verront attribuer davantage de demandes d'autres villes pour la collecte de provisions alimentaires et la fourniture d'escorte. La brigade blanche est déjà impliquée, mais la guilde a encore besoin de plus de monde. Lorsque le maître de guilde ouvre la discussion aux questions, Ryo s'enquiert de l'opacité des pierres magiques trouvées dans les monstres du rugissement des profondeurs. Hugh explique qu'ils étaient assez pâles, même ceux qui ont été prélevés sur le roi gobelin et ses généraux. De retour dans le donjon, Clive Staples s'aventure plus profondément avec son groupe jusqu'à ce qu'il tombe sur un passage étrange, qui pourrait relier à un autre endroit. Bien que personne n'ait suffisamment d'informations pour déterminer exactement pourquoi cette entrée existe, Clive estime néanmoins que leur empressement à explorer le labyrinthe était le bon choix. Il nomme rapidement la découverte la porte et ordonne que l'équipement soit installé immédiatement afin qu'ils puissent l'examiner. Tout d'abord, ils doivent mesurer la densité de mana au-delà de la porte. Et ainsi, lorsque les assistants pressent l'appareil contre l'espace sombre de l'entrée, toutes les personnes présentes disparaissent en un instant. L'instant d'après, dans une obscurité sans fin, Abel demanda si ses compagnons allaient bien et reçut leur confirmation. Le chef expérimenté de l'équipe d'expédition en déduisit qu'ils devaient avoir été jetés loin de l'endroit où ils se trouvaient. Ailleurs dans ce lieu obscur, Clive ordonna que la zone soit immédiatement inspectée. Quelqu'un demanda au directeur ce qui se passait, et il expliqua qu'ils avaient très probablement été téléportés par cette porte mystérieuse. Sa théorie était que les monstres du rugissement des profondeurs avaient fait surface cette fois-ci depuis la 38e couche. Mais à en juger par la situation, la véritable cause semblait être cette gigantesque ouverture. Selon la façon dont on le voyait, Clive considérait même cela comme un coup de chance. Cela réfuterait les théories des chercheurs rivaux et lui donnerait la chance de résoudre lui-même le mystère du rugissement des profondeurs. S'il réussissait, son poste de prochain directeur de recherche serait assuré. Au milieu de cela, un subordonné l'avertit d'urgence d'une autre source de lumière apparaissant au loin où, apparemment, des monstres se rapprochaient. À l'extérieur du donjon, l'appareil d'alchimie de l'université affichait des relevés qui clignotaient par intermittence,
indiquant que l'équipe d'expédition avait atteint le 40e étage. À ce moment-là, Christopher Brad de l'université de magie s'approcha de la personne en charge de la tente pour lui demander si quelque chose d'inhabituel s'était produit à l'intérieur du donjon depuis qu'il avait été nommé pour superviser l'affaire par le roi lui-même. Le responsable de la tente hésita avant de répondre, ce que Brad comprit immédiatement, les deux appartenant à des organisations différentes. Alors, au lieu de le presser, Christopher commença par partager des informations vitales sur l'affaire. Il n'y a pas si longtemps, des gens avaient disparu à l'intérieur du donjon avec les aventuriers qu'ils avaient engagés dans la ville. Ils étaient censés explorer le labyrinthe. Mais au moment où Christopher s'apprêtait à entrer, tous les membres du groupe disparurent sous ses yeux. Après cette révélation, le responsable de la tente a confirmé qu'une autre équipe d'explorateurs avait disparu au 10e étage. D'autres ont ajouté qu'après leur disparition, seul un faible signal avait été détecté, un signal provenant du 40e repère. Cette information a troublé Brad. Dans le passé, les aventuriers n'avaient jamais dépassé le 38e étage. De plus, même les groupes de rambée avaient du mal à dépasser le 30e. L'équipe de la tente a ensuite révélé que l'épée écarlate, un groupe de rambée de runes, accompagnait l'équipe de recherche, et qu'ils avaient probablement disparu ensemble. Cela a profondément inquiété Nathalie. En réponse, Christopher Brad a ordonné qu'un messager soit envoyé à la guilde des aventuriers pour convoquer le maître de guilde. En entendant cela, Nathalie s'est immédiatement précipitée hors de la tente. Pendant ce temps, Hugh McGlass était informé de la situation par Nina, son assistante de confiance de la guilde. L'équipe de recherche étant portée disparue, la présence immédiate du chef des aventuriers a été demandée. Sans tarder, Hugh s'est préparé à partir précipitamment pour le donjon, ordonnant à son personnel de rester en attente. Seule l'équipe de communication devait l'accompagner à la base temporaire près du donjon. Les aventuriers ordinaires ne devaient pas être informés. Hugh lui-même expliquerait tout une fois arrivé. Ailleurs, à l'intérieur de la bibliothèque, Miara Rayo était plus perdu qu'un aveugle dans une fusillade, dépassé par les interminables rayons de livres. Montant les escaliers, il se retrouva une fois de plus à l'endroit même où il avait rencontré Sora pour la première fois. Avec un soupir de frustration, il resta là jusqu'à ce que, à sa grande surprise, l'elfe elle-même apparaisse. Rayo ne pouvait pas cacher sa joie et lui dit rapidement qu'il était venu chercher des archives des éclipses solaires passées et des rugissements des profondeurs, bien qu'il n'ait pas la moindre idée de l'endroit. Sans hésitation, Sera lui offrit son aide après tout. Elle savait exactement où ces archives étaient conservées. En chemin, elle demanda si les éclipses solaires pouvaient réellement être liées au rugissement. Le jeune mage admit que ce n'était qu'une intuition. Sera souligna cependant que, 2 jours seulement avant le rugissement des profondeurs le plus récent, il y avait eu une éclipse solaire totale, preuve qui renforçait fortement sa théorie. D'après ses études, elle savait que même une éclipse partielle pouvait suffire à déclencher une telle calamité. Pourtant, cette fois, elle avait été complète. Elle demanda ensuite à Ryo où il avait eu l'idée de cette connexion. Le garçon ne pouvait pas vraiment lui dire qu'il avait combattu un démon le jour de l'éclipse, alors il l'a balayé comme n'étant rien de plus qu'une théorie aléatoire de son propre cru. Pour éviter le sujet, il demanda si elle savait pourquoi certaines pierres magiques brillaient plus vivement en couleur. Jouant le jeu, Sera répondit que les pierres magiques des créatures placées il y a longtemps avaient tendance à avoir des couleurs plus fortes. Ryo acquiesça, expliquant qu'un de ses amis lui avait dit la même chose lors d'un voyage. Pourtant, les pierres trouvées dans les monstres du rugissement étaient pâles, ce qui signifiait qu'elles s'étaient formées que récemment, un phénomène rare. Considérant que la génération d'autant de matière nécessitait une immense source d'énergie, curieux, il demanda si elle savait déjà que les pierres magiques pouvaient être pâles. Avec un sourire malicieux, elle répondit que, selon certains documents, les monstres du rugissement possédaient également des pierres pâles dans le passé. Mais comme ces documents étaient mal conservés, la plupart des bibliothécaires n'étaient pas au courant de ce fait. Elle lui proposa ensuite de lui montrer les documents elle-même. De retour dans les vastes ténèbres où l'équipe d'expédition avait été bloquée, Abel, le chef de l'université, fit remarquer que la sensation de téléportation était la même qu'une expérience qu'il avait vécue dans un donjon dans les pays occidentaux quand on lui avait posé la question. Cependant, il a admis qu'il ne pouvait pas dire où ils étaient. Sa meilleure estimation était qu'il s'agissait d'une autre couche du donjon, à moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse d'un endroit entièrement différent. Confirmant que la magie de détection du vent fonctionnait toujours correctement, un subordonné suggéra que les analystes à la surface devaient déjà avoir relayé leur position à l'extérieur.
L'un se mit à espérer un sauvetage, mais Abel n'en était pas si sûr, surtout compte tenu de la nature étrange de cet espace dans lequel ils avaient atterri. Il demanda ensuite à Ria si l'endroit lui rappelait quelque chose. Étudiant de plus près leur environnement, elle conclut qu'il ressemblait à un carré magique sacré. Abel la pressa. Était-ce le genre que seuls les grands prêtres étaient capables de conjurer? Elle acquiesça en signe de confirmation. C'était un sort impénétrable également connu sous le nom de miracle de Dieu dont le pouvoir défensif pouvait résister à toute magie offensive et repousser toutes les frappes physiques. À cause de cela, l'épée écarlate a conclu qu'ils étaient piégés à l'intérieur d'une sorte de barrière, mais Rihanna a ajouté que la barrière pouvait être si vaste que ses limites pouvaient être incroyablement éloignées. Face à cela, Abel demanda à l'un de scanner la zone à l'aide de son sort d'investigation. Une fois qu'elle l'a fait, elle a détecté des signes de vie à environ 500 mètres devant, près d'1 millier de personnes, et à leur côté, environ 50 créatures différentes de tout ce qu'elle avait jamais ressenti auparavant. Avec cette connaissance, le membre de l'académie supposa que Clive et son groupe avaient dû finir là aussi. Abel décida que le geste le plus sage était de les rejoindre. Pendant ce temps, de retour à la tente d'analyse, Yuga apprit qu'ils avaient reçu un faible signal du 40e repère où les explorateurs disparus pouvaient se trouver. Pour le maître de guilde, c'était la pire nouvelle possible. Il savait que même si tous les aventuriers de la ville descendaient ensemble, ils n'iraient jamais aussi loin. En bref, il n'y avait aucun moyen d'envoyer une équipe de sauvetage. Christopher a souligné qu'il ne savait même pas pourquoi l'équipe avait disparu en premier lieu, et si cela s'était produit une fois, cela pourrait se reproduire avec toute autre personne qu'ils envoyaient. Face à une telle incertitude, le représentant de l'université de magie a refusé de risquer ses subordonnés dans le donjon. McGlass a également refusé de jeter ses aventuriers en danger. D'après ce qu'il semblait, la seule chose qu'il pouvait faire était de prier pour que les disparus s'en sortent vivants d'une manière ou d'une autre. De retour dans le supposé 40e étage, les subordonnés de Clive Staples étaient massacrés par une force invisible lançant des rafales de flammes violettes. Certains mages se sont mis à couvert derrière un bouclier magique massif, mais les projectiles étaient si puissants qu'ils l'ont brisé. Regardant l'ennemi approcher de loin, Clive réalisa ce qu'ils étaient des démons. Il ne savait pas grand-chose d'eux, mais il avait lu des choses sur leur espèce dans de vieux livres, et ces créatures correspondaient exactement aux descriptions. Des aventuriers se sont précipités avec des épées, mais ont été abattus sans effort. Les démons ont riposté avec plus de feu, plongeant le champ de bataille dans le chaos et déchirant les défenses humaines. L'impression générale était claire. Les aventuriers et les mages n'avaient aucune chance. Au loin, le groupe d'Abel a vu l'incendie et a reconnu la présence de démons, ennemis naturels de Dieu et des anges. Selon Ria, la magie était inutile contre eux, et aucun humain seul ne pouvait espérer vaincre de telles créatures maléfiques. L'un demanda pourquoi les démons étaient ici, mais le chef de l'académie rejeta la question. Il n'y avait pas de temps pour les réponses seulement pour renforcer leurs camarades attaqués. Sur ce, il sépara les guerriers en groupes de 3. Au cœur de la bataille, protégé par une barrière avec une poignée de compagnons, Clive Staples ne pouvait penser qu'à une chose. Je ne veux pas mourir ici. Puis, en un clin d'œil, plusieurs démons ont été abattus par des flèches magiques. Ria était déconcertée comment la sorcellerie pouvait-elle leur faire du mal? Le chef a expliqué la vérité. La théorie n'était pas tout à fait exacte. Si 3 combattants frappaient une cible ensemble, il y avait une chance de percer la barrière d'un démon. Alors que les monstres déplaçaient leur attention vers les renforts, le commandant des mages demanda une deuxième vague. Protégés par leurs boucliers, les lanceurs de sorts ont réussi à abattre plus d'ennemis, mais leur chef savait qu'il y en avait beaucoup trop. Si la bataille s'éternisait, il serait bientôt à court de mana. Abel a préparé son épée, scrutant le champ de bataille. Ses yeux se sont fixés sur un adversaire dont la présence même rayonnait de danger. Le commandant les a avertis que la 4e attaque serait leur dernière avant que leur réserve de magie ne soit épuisée. Abel a déclaré qu'une fois les mages épuisés, lui et ses guerriers finiraient le combat au corps à corps. Se tournant vers Warren, Abel lui a demandé d'attaquer les démons un par un avec des frappes verticales. Sans hésitation, Warren a bondi en avant, protégeant l'épée écarlate avec sa barrière. Se rapprochant, il a écrasé 2 ennemis au sol tandis qu'Abel en coupait un autre proprement avec sa lame. L'un et Ria ont enchaîné, lançant des lances de vent et de lumière dans les points vitaux d'une seule cible. À la surprise du chef de l'académie, il s'est avéré qu'il n'avait pas besoin de 3 attaquants simultanés pour briser les défenses du démon après tout.
Regardant la performance du groupe, il a admis que l'épée écarlate était à la hauteur de sa réputation. Alors que le combat s'éternisait et que de plus en plus d'ennemis tombaient, l'un a atteint sa limite, s'effondrant après avoir épuisé tout son mana. 6 démons restaient encore, et les humains n'avaient plus de potions de guérison. Warren est resté en arrière pour garder leur allié tombé. C'est alors que Ria avertit Abel que l'ennemi distinctif avec des yeux dépareillés pourrait être un prince démon. Les princes étaient si puissants qu'ils avaient le potentiel de s'éveiller et d'ascensionner en roi démon. Seulement 4 pouvaient exister à tout moment, et parmi eux, un finirait par s'élever en tant que souverain suprême. Personne d'autre qu'un véritable héros n'avait jamais vaincu un tel adversaire. Sachant cela, Abel a décidé qu'il devrait d'abord éliminer les démons les plus faibles et laisser le prince pour la fin, espérant que la barrière pourrait s'effondrer si quelque chose d'extraordinaire se produisait dans le feu de l'action. Rempli de détermination, l'épéiste s'est avancé seul vers les lignes de front, rapprochant pas à pas la distance. À un moment donné, il s'est retourné vers ses compagnons et les a exhortés à ne pas perdre espoir. Silencieusement, il a comparé ce moment au fait d'affronter le griffon face à face, bien que cette pensée ne soit peut-être qu'un réconfort qu'il se disait. L'épée à la main, Abel s'est élancé en avant, poignardant un démon à travers le ventre, puis décapitant un second. Mais le prince démon a riposté avec un sort qui a fracassé le bouclier de Warren, projetant le reste de l'épée écarlate vers l'arrière. Abel l'a pris comme un défi et un geste intentionnel du chef ennemi pour dégager le terrain pour un duel. Et ainsi, il s'est préparé à la bataille la plus terrifiante qu'il ait jamais affrontée. Comme par magie, le prince apparaît soudainement devant l'humain et frappe avec une force brutale, forçant Abel à se défendre avec grande difficulté. Contre une telle vitesse et une telle force, l'épéiste ne peut même pas imaginer vaincre une créature aussi puissante. Au milieu du chaos, même épuisé, Clive et les autres mages sous son commandement lancent des sorts sur le démon tous en même temps. Mais cette fois, leur stratégie n'égratigne même pas la cible, ce qui montre clairement que cette forme évoluée de démon ne peut pas être blessée par la magie. Pour aggraver les choses, les 3 derniers démons inférieurs brisent la barrière protectrice protégeant Clive et ses sorciers, et des flammes commencent à les engloutir. Sans hésitation, le chef des mages se retire avec son unité de défense, abandonnant l'épée écarlate pour combattre seul. Et pourtant, même quand tout semble conspirer contre lui, Abel garde son sang-froid. Il prépare sa technique d'épée, rotation 0, se lançant dans un mouvement rapide qui mélange une rotation défensive avec une frappe soudaine, utilisant l'élan pour taillader le cou du démon. Mais aussi rapide que soit cette technique, le prince démon se révèle plus rapide. Esquivant d'une marge infime. La tentative d'Abel se solde par un échec alors qu'il est repoussé par une contre-attaque. Le coup le laissant lutter pour rester debout. La créature des ténèbres lève alors sa lame, prête à porter le coup final, tandis qu'Abel s'excuse auprès de Rikia. Mais juste au moment où la mort se rapproche, Miara Rayo apparaît de nulle part dans cet endroit étrange. Avec un ton désinvolte, il se moque d'Abel, disant qu'il a vraiment besoin de s'entraîner davantage si une simple commotion cérébrale suffit à le sortir du combat. Alors que tout le monde se demande qui est ce garçon qui est apparu de nulle part, Ryo rappelle à Abel que beaucoup de gens s'inquiètent pour lui et les autres, et qu'il est temps de revenir. Naturellement, l'épéiste n'aimerait rien de plus, mais il souligne le problème évident. Il y a toujours un ennemi sur le chemin. Ryo, souriant, lui assure qu'il s'en chargera sans problème. L'épéiste ne comprend pas son calme et l'avertit que c'est un prince démon. Ryo comprend, admet même que ce doit être le fils d'un roi démon, mais cela ne le rend guère impressionnant à ses yeux. Et avec cela, les démons lancent des lances de feu sur le mage de l'eau. Ryo contre instantanément, ses cristaux de glace absorbant l'attaque. Dans le même souffle, un jet d'eau jaillit derrière les démons inférieurs, les tranchant proprement en deux. Les faibles étant éliminés, Ryo affronte le prince de front, disant qu'il s'est depuis longtemps habitué à ce genre de regard d'un ennemi. Enfin, arborant une expression étrangement sereine, le sorcier dégaine l'épée du roi des fées et appelle le démon à l'affronter.